Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 26 du podcast Up and Thunder, le seul podcast français sur le Thunder d'Oklahoma City. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver en période de playoff sans le Thunder et après une semaine de repos. Aujourd'hui on va faire un petit retour en arrière dans l'histoire du Thunder et avec moi pour cela, comme d'habitude d'abord, Constant, comment ça va? Ça va, bonjour à tous, très heureux de faire cet épisode spécial retour vers le futur. On va remonter dans le passé pour analyser un petit peu les pics de Casey à la draft. C'est ça, et donc comme on parle pick et draft, vous savez qui est avec nous, l'homme qui monte dans le NBA Fair Game, c'est Alan. Comment ça va Alan? Salut les gars, salut à tous. Merci beaucoup, ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation. Quand tu m'as dit le sujet, j'étais super content de pouvoir parler de tout ça, de faire des petites recherches sur ça. Sachant qu'on va t'avoir pas mal de fois avec nous, je pense, dans les prochains mois ou même semaines, vu notre Je suis actualité. libre, je suis libre. Déjà dans 17-18 jours, on va pouvoir commencer à bien parler de la draft C'est ça. puisqu'on aura un semblant de réponse sur la loterie. Donc là, on pourra s'intéresser aux prospects, effectivement. Mais avant cela, comme on le sait, la réussite de la reconstruction du Thunder ces prochaines années va énormément dépendre de la capacité à bien drafter, à prendre les bons joueurs. Et en fait, globalement, depuis le déménagement de la franchise à OKC, tout le monde a une image d'OKC qui se construit bien, qui draft plutôt bien. J'ai l'impression qu'il y a une bonne confiance dans le front office et dans les scouts et dans Sam Presti, bien entendu, pour drafter. Mais nous, on a voulu vérifier ça. On voulait vérifier que cette idée, c'était bien réel, c'était la vérité. Donc, comme l'a dit Constant, on va revenir en arrière sur presque tous les choix de draft qu'a réalisé OKC ces 13 dernières années, puisqu'on va remonter jusqu'en 2008. Pourquoi en 2008? Parce que les joueurs de 2008 ont été draftés certes par les Sonics, mais c'est la première année ensuite à OKC. Donc c'est-à-dire que les joueurs draftés en 2008, notamment un... On sait que c'est ça la vraie raison. C'est pour ça, Non, sachez, c'est- les gens qui nous écoutaient, pourquoi on débute en 2008 et pas en 2007? Parce que c'est l'année de draft de Russell Westbrook. Oui, mais en 2007, il y a KD joue aux Sonics, il joue pas au Thunder. Mais après, du tu coup, peux pousser le vice en disant qu'il y a une casquette des Sonics au moment de la draft. c'est vrai, voilà, effectivement, il faut quand même le dire. Et donc, on va remonter jusqu'en 2008 avec chaque année une petite recontextualisation de l'année d'avant, donc pour expliquer peut-être les drafts qui vont être faits ensuite. Et après, on va analyser le choix, quelle politique il y avait derrière ce choix, quelle stratégie, et peut-être après voir quel choix aurait pu être mieux fait. Alors, c'est facile pour nous de le faire a posteriori, effectivement, mais il y a quand même 2-3 fois où on aurait pu bien faire mieux et peut-être assez facilement. Donc on va remonter en 2008, et comme vous l'avez compris, 2008, ça sera la première année au Thunder ensuite, parce que la dernière année aux Sonics, après la draft de Kevin Durant qui est rookie de l'année, le Thunder n'est pas très bon. 20-62 en bilan, c'est pas exceptionnel, donc il y a besoin de renfort pour entourer KD qui est clairement le futur de la franchise. C'est le début d'une phase de reconstruction comme on a maintenant. Et OKC se retrouve avec le choix 4, et le choix 4, c'est Russell Westbrook. C'est Russell Westbrook qui est pris. On en va peut-être en parler, mais c'est un choix très rapidement, mais c'est un choix d'ailleurs qui n'est pas un consensus à ce moment-là. Et ensuite, en 24, puisqu'OKC avait un autre choix au premier tour récupéré dans un trade pour Kurt Thomas, alors ça remonte loin, le Thunder va aussi prendre un autre joueur légendaire de la franchise, puisque c'est Serge Ibaka qui est drafté et qui sera ensuite staché un an par contre en Espagne. Alan, je vais te laisser la parole. Honnêtement, est-ce que tu pouvais faire mieux à cette draft-là que ça? Et peut-être est-ce que tu te souviens de comment était traité Westbrook à l'époque, même si tous les trois, je pense qu'on était assez jeunes à ce moment-là. Ouais, non, je m'en souviens pas, mais quand tu lis après sur ce qui se passe, c'est que les gens s'attendaient pas à ce que Westbrook soit pris aussi haut. Vraiment pas. Euh, il était très brut à UCLA. Il est pris devant Kevin Love, non? Alors que c'est Kevin Love le meilleur Le- joueur de La, UCLA. la Kevin star Love du est pris UCLA, juste ouais. après. Ouais, tu vois, c'est lui. Et ouais, mais c'est déjà en fait, et je pense que c'est un truc dont on va revenir, c'est déjà une patte de l'ADN du front office pour moi, et des décideurs en termes d'analyse de potentiel et de draft. C'est que là, ils ont été sur ce qu'ils pensaient être le plus gros potentiel athlétique de la draft, et ils ont pris le joueur. Qu'importe ce que pouvaient dire les analystes et tout, ils ont fait ce choix-là, et ça reste pas une super draft, parce que tu draftes deux titulaires sur la moitié de ta décennie suivante. Bon, Westbrook,
multiple All-Star, multiple NBA, MVP et compagnie. Donc oui, c'est même pas à plus, là, laisse tomber, c'est incroyable. Et Ibaka, c'est aussi un joueur qui prenne hors des États-Unis. Donc déjà là, il avait ce scouting qui pouvait s'internationaliser. La politique de Stash qui a été faite avec Serge Ibaka, même si voilà, son profil est plus américain qu'européen en termes de skill set. Mais enfin, en Europe, Serge Ibaka, pour l'avoir vu jouer en live à l'Eurobasket, il fait très américain, quoi. En termes de corps, c'est assez facile pour lui. C'est pas Marc Gasol, quoi. Ouais, exactement. C'est pas, tu sais, c'est pas les intérieurs européens un peu gras. C'est pas les Lorbeck, ou ces joueurs-là. Mais ouais, excellent, franchement. Mais Westbrook, encore une fois, a noté voilà, la prise de risque. C'est une prise de risque à cette position-là. Tu refais la draft aujourd'hui en 2008, Westbrook, il est premier. Il est même devant Derrick Rose. Hein. Oui. Oui, totalement. Donc, tu fais le meilleur choix de la draft, en fait. Après, Russell Westbrook, si tu regardes juste je suis même pas sûr, c'est quoi, il est considéré comme un 2 au moment de sa draft. Ouais, parce qu'il joue pas mal avec Darren Collison. Ouais, dans ma tête, il est considéré comme un 2 qui était spécialiste défensif et très très brut en attaque, que tu savais pas c'est exactement ça. S'il avait pas pouvoir manier une attaque offensive, enfin s'il avait géré une attaque offensivement, etc. On est à des allées-lumière de ce qu'on voit maintenant. Ouais, et puis on est à des années-lumière quand on voit le 33,8% à 3 points en carrière universitaire. C'est peut-être limite son meilleur pourcentage en carrière s'il avait été transposé en NBA. Mais non, c'est le meilleur choix. Alors quand même, on parle de Serge Ibaka en 24. Pierre, t'as oublié de mentionner DJ White en 29. Ouais. Ah oui, qui a joué au Celtics, putain, DJ White. C'est vrai. Qui est quand même, tu drafts 2 points forward en 24 et en 29. Puisqu'il était considéré comme un 4 aussi. Là, tu peux te poser des questions sur le fait de drafter 2 postes 4 à 5 pics d'intervalle. Sachant que Serge Ibaka était stash après, DJ White, je vous avoue que j'avais 9 ans au moment de la draft 2008. Donc j'ai pas pu observer la carrière de DJ White. Ah, il a joué la première saison pas mal. Il a joué au Celtics, il a joué à Charlotte. Ouais. Il a joué la première saison pas mal au OKC. Enfin, il a joué pas mal. Il a joué 7 matchs, mais il avait un peu de temps de jeu. Oui, en fait, il avait un gros book. Et il a été tradé au bout de sa 3e saison assez rapidement. Je pense qu'il s'est jamais trop imposé. Mais quand tu vois qu'en 29, il y a DJ White, et qu'en 34, il y a Mario Chalmers, qu'en 35, il y a DeAndre Jordan. Bon. Ouais, c'est l'histoire de la... Il y a Goran Dragic en 45. Ouais. C'est l'histoire de la draft. Ah bah oui, il y a Patrick Ewing Jr. en 43. Je ne savais même pas que Patrick Ewing a un fils qui a joué en NBA. Il a même fait sa fac à Georgetown. Histoire de pousser encore plus le parallèle avec le papa. Mais ouais, si tu prends, si tu fais un 5 all-time du Thunder, t'as ton meneur titulaire et t'as quasiment ton pivot titulaire. Ou ton 4 titulaire selon comment tu places, mais ouais. Ouais, si t'inclus Paul George en 3, tu mets KD en 4 et tu vois, je pense que tu mets Ibaka devant même un Nick Collison ou un Steven Adams. Devant Steven Adams, je pense. Devant Collison, ça dépend comment tu considères le poids culturel, j'ai envie de dire, mais en tant que joueur, tu mets Collison dans un 5 all-time, tu mets Udonis Haslem dans un 5 all-time du 8, alors que je pense qu'il a rien à foutre là. Mais... Ouais. Pour conclure sur cette draft, parce que c'est pas celle qui va plus porter à débat, comme l'a dit Alan, 2 paris déjà sur le potentiel physique, parce que Ibaka, les jeunes années, c'est un fric, hein. Ça saute partout, c'est le meilleur contreur de la ligue, c'est All Defensive Team plusieurs années si je me trompe pas. Ça aurait dû être Depoy. Ouais, qui aurait pu voire dû effectivement. Donc on est plutôt sur déjà cet aspect athlétique qu'on veut développer autour de KD, et on a la bonne surprise Westbrook offensivement, on n'entendait peut-être pas ça, bonne surprise Ibaka aussi, parce que est-ce qu'en 24 tu t'attends à ce que ça devienne un joueur comme ça, vu ce qu'il donne maintenant, il aurait été je pense top 10 voire plus haut largement, vu qu'il sait qu'il y a d'autres dans la draft. Donc là-dessus très bonne draft, et on commence déjà comme vous l'avez dit du coup de voir une petite patte du front office, dont Sam Presti, Troy Weaver qui est à Détroit maintenant, donc on va beaucoup parler, on reparlera de lui un petit peu plus tard, mais il y a une petite patte qui s'affirme déjà. Et ensuite, si on passe maintenant à la draft 2009, déjà l'année avec Westbrook et KD, elle n'est pas forcément mieux en termes de résultats, 23-59 en bilan,
Tu commences de te reconstruire, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Tu te retrouves avec le choix 3. Et là, encore une fois, la draft, elle est exceptionnellement bien réussie. Enfin, juste par le choix de James Harden en 3. J'allais dire qui est le meilleur joueur de la draft, mais non, même pas. Il n'est même pas le meilleur joueur de sa draft. Il n'y a pas de débat. Non. Qui est le deuxième meilleur joueur de sa draft derrière Steph Curry. Mais encore Johnny Flynn. Et Ricky Rubio. Oh, les Wolves, putain. Mais encore une fois, tu ne peux que être satisfait de ce choix. Et bien que le destin, ça aussi on va en reparler, n'ait pas permis à Harden de construire très longtemps sa carrière au OKC, sur le papier et sur le principe d'avoir un arrière capable aussi de porter la balle à côté de Westbrook, etc. Aussi, Harden à sa draft, je pense qu'Alan, tu vas en parler, mais qui était un profil défenseur autre que ce qu'il est maintenant. C'était très intéressant à avoir. Moi, je retiens une chose, c'est le talent au-dessus du fit. Déjà, en 3. Et pour ça que Presti est un des meilleurs GM. Si en 2009 on avait suivi toute la draft et qu'on avait lu sur Twitter des choses, ah non, mais il nous faut peut-être un intérieur parce qu'on a Westbrook et KD. Après, Westbrook n'était pas non plus la saison rookie. Westbrook, elle est quand même elle est pas non plus extraordinaire. Mais il est mis titulaire rapidement et tu sais que tu peux essayer de parier sur lui, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais elle est pas genre waouh, tu vois, c'est pas la saison rookie de Derrick Rose, par exemple. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Et voilà le choix du talent. James Harden, c'était un scoreur très prolifique à Arizona State. Il avait fait le choix dans une fac où il aurait un peu les clés, une fac moyenne. Moi je l'avais pas vu jouer, mais quand tu retournes voir des matchs et des stats, il a déjà des flashs offensifs où c'est impressionnant. Et il défendait peut-être un petit peu plus, mais il était déjà vraiment dans ce profil attaquant, fort sur le jeu de pénétration. Donc moi je retiens ça. Tu es dans le top 3, tu as drafté en 1 2 ans avant, en 4 l'année d'avant, tu es en 3, et ben tu repars sur ce que tu pensais être le plus grand talent. C'était James Harden pour Sam Presti, et il s'est pas trompé en réalité. Ah bah non. Moi ce qui me fait rire, c'est si vous cherchez là les faiblesses de James Harden au moment de sa draft, c'est projection NBA 3 points pourcentage. Les scouts avaient des doutes sur le fait qu'il puisse rentrer des 3 points. Je crois qu'il a prouvé qu'il était un petit peu capable d'en mettre quelques-uns. Alan m'a un peu coupé l'herbe sur le pied. En fait, j'allais dire un peu comme toi, dire 2007, en 2, tu draftes un ailier. En 2008, tu draftes un 1-2. Et en 2009, tu draftes un autre guard. Tu draftes quasiment 3 guards dans le top 3 années consécutives. Regardez juste la draft 2009. En 1, c'est Blake Griffin. En 2, c'est Hashim Thabit. Ce qui est quand même... Donc, c'était pas les profils, on n'était pas dans la NBA, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui suivent la NBA depuis peu de temps, on n'était pas dans une NBA où tu draftais quasiment obligatoirement des guards dans le top 5. C'était plus des intérieurs, ça jouait plus lentement, ça jouait plus à l'intérieur qu'aujourd'hui. La preuve, c'est la draft de Steph Curry, donc voilà, lui, il est venu révolutionner un peu tout le truc. 2009, c'est aussi l'année du Magic qui va en finale NBA, qui était déjà peut-être la première grosse révolution du jeu en NBA. Donc oui, vraie transformation enfin en tout cas vraie politique. J'ai l'impression que c'était une politique qui a été mise en place directement par Sam Presti, de dire, comme tu as dit Alan, on prend le meilleur talent disponible et malgré le fait que ce soit encore un autre guard qu'on prenne dans le top 3, on s'en fiche parce qu'il est tellement fort que de toute façon ça va donner un backcourt électrique. Deux choses pour conclure là-dessus. Déjà, s'il juge que Harden était le meilleur talent, qu'il le prend pour ça, il s'est pas spécialement trompé. Quand on voit autour de lui qui a été pris, tu pouvais facilement te tromper dans cette draft en fait. T'as Curry et Harden et après t'as un vrai gap. T'as Blake Griffin, mais après t'as un vrai gap. T'as des Rosen quand même. Ouais, mais tu vois, du Evans, du Jordan Hill, des choses là, tu pouvais vite tomber. Minnesota s'est trompé. Ouais. Minnesota et Memphis, les deux se sont trompés. Minnesota s'est trompé 2 fois. Memphis sur le profil, sur le fait qu'ils pensaient qu'ils avaient, je crois qu'ils draftent O.J. Mayo, je crois. Oui, ils draftent O.J. Mayo l'année d'avant. Voilà, donc peut-être que ça va faire doublon avec Harden, donc on prend ta bite. Donc voilà. T'es obligé. Et puis Minnesota, eux, ils se trompent tout simplement sur l'évaluation. Ils ont, je pense, peut-être la bonne idée. Ils ont la bonne idée parce que si tu prends Flynn et Rubio, c'est que tu t'en fiches du fit. C'est que tu veux prendre ce qui est pour toi les meilleurs joueurs. Mais ils trade up pour prendre Rubio.
Il C'est se ça trompe le sur pire. l'évaluation. Après, pour le coup, Rubio était Énorme Ah, un profil. prospect Hein. énorme. Un prospect Mais monstre. Johnny il est Flynn malade. aussi. Hein. Et Flynn, un très très gros joueur de NCAA à Syracuse. Et pour finir sur Harden, c'est aussi, vous l'avez un peu dit, tu draftes des joueurs avec des postes que tu peux te poser une question du fit, mais tu draftes surtout KD qui est un énorme scoreur qui joue balle en main, Westbrook qui son année rookie a eu la balle en main parce qu'il a joué meneur titulaire, et Harden qui est quand même, comme l'a dit Alan, le mec qui gérait je pense une grosse partie de l'attaque à la fac et qui jouait balle en main. Ouais, parce qu'il était en 25-4 en saison universitaire. Donc à ce moment-là, à cette période-là, comme tu as dit, de la NBA, qui n'était pas celle de maintenant, te retrouver avec 3 ball handlers, en gros, sur tes postes 1, 2, 3, c'est pas le truc le plus évident non plus. En NBA, d'ailleurs, c'est pour ça que Harden est souvent sorti du banc aussi. C'est pour ça, Mais je suis sûr qu'à l'époque, il y a des gens qui ont critiqué un peu les choix. Peut-être des gens de médias mainstream ou des choses comme ça, qui ont dit oh, ça empile du talent. Dommage, on n'a peut-être pas les clips il doit y avoir quelques articles, mais je suis sûr que peut-être des gens auraient pensé qu'il fallait drafter autre chose. Toujours est-il que je pense qu'aujourd'hui, en 2021, avec tout le travail de vulgarisation qu'il y a sur la draft, et ça, je pense que les gens ont peut-être compris que c'était. En fait, vaut mieux, je préfère me tromper en ayant drafté James Harden, Westbrook et KD, qu'en me trompant en ayant drafté d'autres profils, parce que je pensais que fallait fit avec KD. Quoi. Franchement, c'était top de Presti. Quelque chose qu'on souligne souvent avec Constance, hein, ceux qui nous écoutent régulièrement, drafter au talent plutôt qu'au fit, voilà, ça c'est quelque chose qu'on mentionne souvent. Oui, et puis il y a aussi le côté révolutionnaire, encore une fois. En 2008-2009, quelle équipe en NBA a 3 guards dominants? Ça n'existe pas. KD pas vraiment un guard, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Non, mais KD joue pas non plus comme un intérieur, tu vois. Encore moins en 2009. Donc après, c'est aussi une sorte de révolution. Je pense que j'irai pas jusqu'à dire que Sam Presti était un génie, mais comme beaucoup de personnes qui étaient en avance sur leur temps, forcément, au moment où ils ont fait ça, ils se sont fait critiquer. Parce qu'ils étaient en avance. Quoi. Aussi à mentionner dans cette draft qu'en 25, avec un choix obtenu encore une fois dans un trade de Kurt Thomas, le Thunder avait drafté Rodrigue Beaubois, qui avait tout de suite été envoyé à Dallas contre Byron Mullens. Donc Rodrigue Beaubois n'était pas si loin que ça peut-être de jouer au Kessie. Ça aurait été intéressant sorti de banc, ça aurait pu être intéressant. Il y a Taj Gibson après. Ouais. C'est un pur joueur d'Euroleague, Bobo, hein, franchement. Ah bah clairement, oui. Bon, le bac court à 3, Larkin, Misic, Bobois. Mais Bobo, il a pas fait un match à 50 points NBA. 40 À 40 en à Golden rookie. State. Ouais, à Golden Golden State, State. ça je me rappelle, mais je sais plus si c'était 40 ou 50. Je crois que c'est 40, hein, mais Ouais, je crois aussi. Mais pendant très longtemps, Dallas ne voulait inclure Rodrigue Bobois dans aucun deal. Il voulait à chaque fois bouger à deadline pour renforcer l'équipe, mais il disait que Bobois, c'était mort. Ouais, c'est un peu le Tyler Hero de 2009. Quoi. C'est ça. on va enchaîner parce qu'on va arriver à une draft qui va un peu plus poser question. Bon, là, ça va être moins cool. Ouais, Là, accrochez-vous. Parce que dans la saison 2009-2010, cette fois, le Thunder commence de faire parler, puisque OKC finit en 50-32 et, tenez-vous bien, est 8ème à l'Ouest, en gagnant 50 matchs. Je vous pose juste ça là. Ça veut dire le niveau à l'époque de l'Ouest. Et premier tour contre les Lakers de Kobe, défaite contre les Lakers, mais tout le monde commence de s'attacher un petit peu à cette équipe. Incroyable série. Cette équipe de jeunes fous furieux, j'ai envie de dire. La pique là en 2010 pour cette série de playoffs, je pense qu'elle a jamais fait autant de bruit depuis. C'est incroyable. KD est en année 3 ou 4 et déjà meilleur score de la ligue à 30 Il est points. deuxième du MVP en 2010. Incroyable, c'est incroyable. Le Thunder se retrouve avec plusieurs choix à la draft, 3. D'abord un choix en 18 qui est Eric Bledsoe, mais ce pick est envoyé directement aux Clippers contre un futur pick qui deviendra Fab Melo, dont tout le monde se souvient, je suis sûr, que Alan m'a dit qu'il était décédé. Donc, oui, il est décédé. Ouais, qui n'a pas beaucoup connu la NBA, ce pick a été obtenu d'ailleurs dans le trade pour Daequan Cook. Un trade. Ça aurait pu être intéressant d'avoir Bledsoe, ensuite on va en reparler. Bof. Et ensuite, OKC avait le choix 21 et 26 et ils ont utilisé ces deux choix pour monter jusqu'en 11 pour prendre Cole Aldrich. Cole Aldrich, oui. En 11.
Alors que en 21, tu avais Craig Brackins, que je ne connais pas, je vous avoue que je me souviens pas du tout de ce joueur. Et Quincy Ponester en 26, qui pour le coup aurait pu être un peu plus utile, lui. Et en même temps que Aldrich, Maurice Peterson rejoint aussi le Thunder. Beaucoup de choses là. Globalement, C'est nul. C'est nul. Globalement, non, mais il faut c'est dire. nul. Moi, comment je l'expliquerais, c'est qu'il y avait un besoin au poste de pivot. C'est Kirstich qui occupait ce poste-là pendant un moment. T'avais pas encore le gros Perk qui était arrivé. Ibaka était pas prêt. Ibaka Ibaka jouait 4 à l'époque. Tu avais un besoin en pivot et tu vas chercher en choix 11, tu montes pour en avoir un qui ne confirmera jamais. Là, t'as drafté au fit. Hein. J'ai l'impression que c'est une draft au fit. Alors après, si on peut se faire l'avocat du diable, autant 2008-2009, c'est des sacrés drafts, autant 2010, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Parce que vous regardez après le pick 11, j'essaye de voir qui on pourrait prendre en termes d'intérieur. Hein, parce que sinon, oui, il y a Eric Bledsoe, il y a Avery Bradley. Bon, il y a Hassan Whiteside si vous voulez, mais en même temps, Hassan Whiteside, bon, je me demande si je préfère ne pas drafter plutôt que drafter Hassan Whiteside. Mais en termes d'intérieur, sinon après Cole Aldrich, il n'y a pas grand chose. Il y a Patrick Patterson, ok, mais il n'aurait jamais joué 5 en 2010. Donc, c'est une draft au fit, donc fatalement, c'est pas un bon choix. Enfin, j'ai l'impression que c'est une draft au fit, mais il n'y a pas non plus des choses incroyables après à l'intérieur. Ouais, je suis d'accord. Cole Aldrich, c'est Kansas de mémoire. Ouais. Donc, Kansas, je me rappelle. Donc il avait de l'exposition, il avait juste pas de main en fait. Et il a jamais eu de main. Il a jamais eu de main, je me rappelle de lui, il a joué aux Wolves après. C'est vrai qu'il joue aux Wolves. Il a joué aux Wolves. Mais c'était une recrue intéressante à Kansas. Après, est-ce que ça entérine le fait qu'on ne trade pas pour un pivot? Là, je pense que tu oui. trade up pour un pivot et pour au fit en plus, c'est même pas pour un pivot. Oui, voilà, c'est vrai que là, il y a intersectionnalité des problèmes. Là. Tu les empiles là en quelque sorte. C'est-à-dire que tu trade up pour des Marcus Cousins cette année-là, je te dis bon, ok. Tu vois, oui, je suis d'accord, exactement. Oui. Mais après, si on peut rajouter encore de l'huile sur le feu, Cole Aldrich est dans le trade de James Harden. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est quoi le problème? Est-ce que l'idée d'aller chercher un pivot elle vous embête ou est-ce que c'est tout simplement le fait d'avoir drafté de mauvais joueurs? En fait, moi j'essaye de relativiser en me disant il y a qui après? Très honnêtement, il y a qui après? Il n'y a pas de joueurs qu'on. Oui, il y a un Ed Davis, c'est toujours intéressant, mais tu vois, à partir du moment, je veux bien que tu draftes au talent. Mais si tu avais drafté un Eric Bledsoe ou Avery Bradley, est-ce que là, pour le coup, tu ne serais pas vraiment arrivé sur un gros embouteillage? T'avais Sefolosha en plus, je crois, à l'époque. Ouais, t'as Tabo Carrier. Je me demande si en 2010, t'as pas encore Jeff Green aussi. Si, parce que le trade de Perkins n'a pas été fait, donc t'as encore. En 2011, il arrive à Boston. Ouais, donc. T'as Dequan Cook aussi, tu vas chercher. Ouais. T'as Derek Fisher qui toque. C'est 2012, j'ai mis Fisher. C'est plus tard Fisher. Fisher, Peterson. Donc au bout d'un moment, tu vois, en 2010, il y avait déjà un effectif qui était bien rempli. Ça manquait d'expérience, donc forcément, ça allait pas devenir un truc de fou. Mais en fait, tu regardes 2011-2012, l'effectif, il change quasiment pas, hormis le fait que tu rajoutes Kendrick Perkins. Cette équipe, elle a pas eu besoin de talent supplémentaire, elle a juste eu besoin de plus de temps pour réellement décoller et dominer. Donc à partir de ce moment-là, quand tu as un effectif qui est déjà bien rempli à tous les postes, c'est difficile en fait de trouver un joueur vraiment bon. Et là, du coup, tu peux te dire, je vais drafter au seul endroit où j'ai des besoins, puisque j'ai déjà tellement de talent partout, autant essayer de prendre à un poste où je suis un peu plus faible. Mais c'est pas un bon choix, hein, mais j'essaye. C'est une erreur de scouting, quoi. Ouais. Après, c'est sûr que si tu considérais qu'Aldrich était potentiellement ton futur pivot titulaire, etc., c'est logique. Quand tu fais une saison à Kansas où tu es quand même en 15 points, 13 rebonds et 5 comptes de moyenne, je peux comprendre que tu aies quand même envie de le drafter. Quand tu es à 5 comptes de moyenne, tu es principalement un pivot avec un profil défensif. Je suis Sam Presti, je me dis je rajoute un pivot ultra défensif auquel je mets Russ, Harden, KD et Ibaka ou Jeff Green à côté.
Tu vois, sur le papier, ça paraît prometteur, mais le problème, c'est que le joueur n'a pas confirmé. Puis voilà, et puis en 10, il y a Paul George aussi. Sachant qu'en retour, la vision NBA de l'époque, et surtout celle d'Okessi, toujours aimé avoir un gros babard à l'intérieur qui est là pour mettre des coups et gérer ta défense. Aka Kendrick Perkins qui arrive juste après, Steven Adams qui est drafté ensuite pour ça. Donc c'est à prendre en compte aussi. Vous regardez en 2010, un des meilleurs joueurs du monde, c'est Dwight Howard. Hein. Donc il y a forcément ce raisonnement de dire je prends un intérieur dominant puisque bah, tu te dis potentiellement si tu vas loin en NBA, tu peux te retrouver face au Magic avec Dwight, donc tu es obligé de verrouiller un petit peu ton poste de pivot. Et puis des gros pivots, il n'y avait pas que Dwight Howard, hein, il y en avait plein d'autres en NBA à cette époque-là. Mais c'est quand même la première draft, j'ai envie de dire, qui pose un petit peu question en termes de choix, en termes d'évaluation, en termes de mouvement aussi, parce que c'est le premier trade-up, chose qu'on espère peut-être voir très rapidement, nous. Pourquoi trade-up quand t'as le 1 de toute façon, tu peux pas trade-up quand t'es déjà en 1. C'est ce qu'a dit Sam Presti en interview en plus. On va avancer à la prochaine draft, celle de 2011, puisque l'année d'après est aussi bonne pour OKC que l'année d'avant. OKC devient un vrai acteur de l'Ouest, puisque le Thunder finit 4ème à l'avantage du terrain, avec un bilan de 55 victoires et 27 défaites, et se fait sortir voilà, par les Mavericks en finale de conf, qui deviendront champions ensuite, après avoir sorti les Nuggets et les Grizzlies sur les 2 premiers tours. Là, on arrive à la draft de Reggie Jackson en 24, avec le choix 24 du Thunder, du coup. Même en off, on était déjà moins d'accord sur celui-là. Moi, je considère que c'est pas forcément un mauvais choix, vu le joueur, la carrière même qu'a eu Jackson ensuite. Après, il y avait d'autres choix à ce moment-là. Est-ce que peut-être qu'il aurait mieux fité? Peut-être à cette époque où tu as déjà Westbrook et Harden, tu n'as peut-être pas encore besoin de lui. Sachant que tu as tradé Jeff Green pour Kendrick Perkins, chose dont on parle un petit peu depuis 5 minutes. Tu as récupéré Nate Robinson aussi. Tu as récupéré Nate Robinson, exactement. Nate Robinson, c'est vrai. Tu as maintenant maintenant Perkins en 5. Tu commences d'avoir une équipe qui se forme pour aller loin en playoff. Et c'est le cas d'ailleurs cette année-là. Reggie Jackson, comment tu le vois toi, Alan? Est-ce que c'était un choix pour le futur, ou un choix pour être backup de Russ, un choix pour... Pour moi, c'est un bon choix. Reggie Jackson, parce que c'était un joueur à fort potentiel. Et en fait, bon, t'es dans les 20s, comme on dit aux États-Unis, t'es dans les 20 en quelque sorte. Mais c'est quoi ton but? C'est de trouver directement un joueur qui a inséré à côté de tes joueurs, ou c'est d'essayer de trouver un joueur qui a du comment on appelle ça, du potentiel. Et il avait du gros potentiel. Boston College, je crois, de mémoire. Boston College, ouais. Reggie Jackson, c'était un joueur qui avait énormément de potentiel au lycée déjà. C'est une grosse structure à Boston College. Il est dans les meilleurs joueurs du championnat quand il a. Et il se présente à la draft pas si vieux que ça. Non, 19 ans quand il se présente. Ouais, il fait 1 ou 2 années, je crois, maximum. Donc, non, il a 21 ans au moment où il est junior quand il est drafté. Ok, donc il fait 3 ans. Mais non, bon, c'est pas... Oui, on peut dire que, par exemple, si tu aurais préféré prendre un shooter à côté ou un autre type de joueur. Mais Reggie Jackson, c'est un joueur qui a fait 10 ans NBA et en fin de premier tour, ça reste positif. J'ai l'impression que c'est limite une draft en fonction de tes besoins, plus qu'au talent. Parce que là, je suis allé checker les rotations du Thunder lors de la finale de conf face à Dallas en 2011, donc 2 mois avant. Il y a Westbrook effectivement qui est meneur titulaire, mais ton guard, sinon en sortie de banc, c'est Eric Maynor. Oui. Donc, en fait, il n'y avait pas de guard, j'ai envie de dire, il n'y avait pas de guard backup à OKC. Et je pense que là, OKC avait peut-être pas forcément envie de reprendre un intérieur, et ils se sont dit, on va prendre un guard qui est peut-être de ce range-là le plus talentueux des guards restants. Tu vois, c'est un espèce de mix entre un fit et une draft au talent, j'ai l'impression. Ils ont pris Reggie Jackson, que moi je ne considère pas comme un mauvais choix. Comme tu as dit, il est encore en NBA en 2021. Il fait encore des gros matchs contre les Clippers. Il porte des lunettes absolument magnifiques pour jouer les matchs, les goggles. Mais après, on peut se dire quand même qu'en 30, il y a Jimmy Butler. Donc bon. Et en 31, il y a Bojan Bogdanovic. Alors, vous avez raté 2 fois les Bogdanovic. Ouais, on va en reparler après. On va en reparler après. Mais alors,
autant Jimmy Butler, je peux comprendre parce que Jimmy Butler, c'était junior lui aussi, 22 ans quasiment au moment où il est drafté. En attaque, Juco, pas de tir à 3 points. voilà, en attaque, c'était incroyable comment il était frustre. Autant Bojan Bogdanovic, je commence déjà à me poser un peu plus de questions. Il était à Zagreb enfin l'année d'avant sa draft. J'ai quand même l'impression que c'était un profil qui était plus intéressant limite que celui de Reggie Jackson. Parce que, Très fort joueur chez les jeunes en plus, très fort. Donc il était connu, hein, il était connu. donc, sachant que à l'époque, il y avait, bon, bah, Jeff Green a été tradé, donc ta rotation au poste 3-4, c'était du Nick Collison, et si tu devenais un peu plus créatif en 2011, c'était du Tabo ou du KD. C'était pas non plus extrêmement fourni, donc je me dis qu'un Bojan Bogdanovic, tu vois, potentiellement aurait pu apporter pas mal de choses intéressantes au OKC. Et quand on voit on parlait de Derek Fisher là il y a 5 minutes, quand tu vois qu'OKC a récupéré des Derek Fisher la saison d'après, je me dis que tu aurais eu Derek Fisher qui était ton meneur backup avec un Bojan en sortie de banc, ça aurait peut-être été mieux que Reggie Jackson. Hein. Parce que Reggie Jackson, j'ai pas le souvenir qu'il joue lors des playoffs de 2012 par exemple. Non, il met 1 ou 2 ans avant de rentrer bien dans la rotation. Ouais, Maynor et Fischer jouent plus que lui hein, dans les matchs, je me rappelle. Derek Fisher, je me demande s'il est pas, non, il est pas starter en finale. Non, il start Je me demande si c'est pas, ouais. il joue Ouais, avec, avec Harden et avec Nick Collison, quoi, ceux qui foutent le sbul en sortie de banc. Mais Reggie Jackson, ouais, il joue quasiment pas la première année. Je vous rejoins plutôt tous les deux quand même. Ce choix, tu paries sur un bon profil quand même, et tu paries aussi sur un profil qui est aimé du Thunder parce que c'était athlétiquement, Reggie Jackson, surtout au moment de sa draft, c'était très solide, hein, très vif, très athlétique, énorme envergure, potentiellement capable de défendre très fort sur les guards adverses, capable de sanctionner pour son impact physique, chose qu'il faisait surtout au début de carrière, il le fait quand même beaucoup moins maintenant, j'ai l'impression. Et des flashs au tir. Alors ça, on était sur des flashs, mais peut-être que ça aurait pu intéresser, mais c'est plutôt dans le profil que aime le Thunder, en fait, surtout des attributs physiques qui peuvent faire valoir, qui pourra faire valoir dans la grande ligue. Ce choix-là, il reste quand même, je trouve, plutôt correct, plutôt cohérent avec tout ce qu'on a dit, bien qu'il y aurait pu avoir peut-être 1 ou 2 trucs mieux faits, comme Bogdanovic par exemple. D'ailleurs, la draft 2011, là en passant, c'est quand même une draft all-time. Hein. Elle est très sous-cotée all-time. Parce que, alors, autant dans le top 10, il y a des choix qui sont incompréhensibles, genre un Escanter en 3. Il y a Yann Vezeli en 6, je ne sais même pas qui c'est. Je vais être honnête avec Si, vous. c'est un Tchèque. Très gros joueur. Il savait buzzer, sa copine avait buzzé sur la draft parce que les Américains étaient tombés amoureux. D'accord, un peu comme la mère de Luka Doncic au final. Non mais alors par contre, une fois qu'on quitte le top 10, il y a Kemba en 9, il y a Klay Thompson en 11, il y a Kawhi en 15, il y a Vucevic en 16, Tobias il y a Harris, Tobias Harris en 19, non, il y a pas Jimmy de- Butler à 30, Isaiah Thomas en 60. Isaiah Thomas en 60, et il y a bien évidemment le meilleur joueur de la draft, Kai Singler en 33. Qui était un très fort joueur de NCAA, Kai Singler, Ouais. à Duke. À champion Duke, ouais. et tout ça. On continue nos drafts, on arrive à la draft 2012. Là, vous savez ce qui s'est passé dans la saison 2011-2012. OKC arrive en finale et perd contre le Heat. Cette draft, elle a lieu avant le trade d'Harden, c'est à prendre en compte quand même. Donc on est plutôt là sur on a le choix 28, on est plutôt sur un pari d'un joueur qui pourrait peut-être avoir un gros potentiel, mais on n'est pas sur un choix dont on essaie de trouver un complément de l'effectif déjà en place, puisque le choix 28 c'est Perry Jones, Incroyable. le fameux, La légende. la légende. Légende. Qui, si je me trompe pas, était quand même un prospect intéressant à cette époque-là, mais qui devait avoir des blessures et qui l'ont fait descendre. Énorme hype, Pierre. Énorme hype, Perry Jones. Et ce mec, si tu regardais pas trop la NCAA de loin, il est tout intéressé de loin, tu voyais que des highlights de Perry Jones, tu pensais que c'était un top 5 de draft. Hein. C'est pour ça qu'il faut regarder les matchs en fait. Alors je pense qu'ils ont regardé les matchs et tout, mais si je me trompe pas, Perry Jones, il était même genre McDonald's All-American. Je crois qu'il a fait Team USA chez les jeunes même. Donc c'était vraiment un très fort joueur. Il jouait à Baylor euh, avec un autre très très fort joueur d'NCAA qui a été drafté qui s'appelait Quincy Miller, qui a joué à Denver, à Sacramento.
Ah Euh, oui, Quincy Mills. ce joueur-là, et ensuite il a jamais vraiment réussi en NBA. Les deux jouent en Europe maintenant, je crois, ou à l'étranger. Mais Perry Jones, moi je salue le choix, hein. Gros potentiel fin de premier tour, je prends. Ouais, alors, moi, si je peux me permettre, encore une fois, hein, c'est toujours plus facile d'avoir raison avec le temps. Mais Perry Jones, c'est quand même un poste 3-4. Ouais, qui savait Ouais, pas tirer, il savait pas c'est tirer. un profil Voilà. à la Un, po- KD sans le scoring, quoi. Mais il un, sait po- pas tirer, ouais. un poste 3-4 qui sait pas tirer. Très bien. Qui, 7 choix plus tard, est un poste 3-4 qui sait pas tirer? Draymond Green. Bon, il y a un moment quand même. Bon, bah oui, bah, Non, Perry même. Jones, il a fait un match incroyable contre les Clippers. Non, il y a 3 matchs incroyables. Je crois il y a une saison où il y a 3 matchs à plus de 30 points de Perry Jones. Oui, quand tout le monde Je est me demande si c'est blessé, pas la il met, 2014, là. oui, c'est 2014 où tout le monde est blessé et c'est lui le leader offensif de l'équipe. On commençait à se demander si Perry Jones c'était pas la nouvelle trouvaille incroyable du Thunder. Et puis après, on s'est vite calmé. Quand même, t'as Draymond Green. Bah, Draymond Green, s'il est sélectionné en 35, c'est qu'il y a plein d'équipes qui sont passées. Ah oui, Qui sont il avait passées. déjà 22 ans. Ouais, il avait 22 ans, mais après, putain, Draymond Green, j'ai envie de te dire. Mais même Jay Crowder, tu vois, Jay Ouais, Jay Crowder, il est Crowder, pris ouais. un pic avant. Jay Crowder, Ouais. c'est. À Dallas, ouais. Ouais, à Dallas, vas-y. Il y a Chris Middleton en 39 aussi. Ouais, mais tu vois, ces mecs-là, Middleton et Crowder, dans leur première franchise, ils ont jamais eu leur chance. C'est dans leur deuxième franchise que ça pète, hein. Middleton, il est à Détroit et il est dans le deal Jennings-Brandon Knight. Il est juste là pour égaliser un truc de salaire avec un pic. Finalement, ça se retrouve être un. Ah bah. Crowder, Boston il récupère dans le deal de Rondo. Ah oui, ah ouais, bon, donc ça va être juste pour équilibrer les salaires aussi au final. Ouais, donc au final, une draft, un choix qui est potentiellement justifié sur le pari, mais qui aurait pu bien mieux tourner en fait avec certains joueurs que tu as cités constants, quoi. Voilà, Là, c'est ça, Pierre. Genre, en gros, toi, t'aurais aimé un joueur qui pouvait aider l'équipe tout de suite, en quelque sorte. ouais. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi tu pouvais pas. Enfin, si t'as besoin d'un joueur qui pouvait aider l'équipe, prends un senior limite. Prends quelqu'un qui est NBA ready, quoi. Ah, Surtout qu'en vrai, à ce moment-là, ouais, Harden n'est pas parti. Même l'année d'après, tu sais que si tu le traites, tu vas avoir quand même une contrepartie conséquente. Enfin, ouais, tu je devrais. pense qu'à ce moment-là, il n'y a même pas de Presti, on envisage même pas un trade Harden, je Hmm. pense. Au moment de la draft, je pense qu'il est vraiment dans une optique de dire je vais les prolonger. Mais vas-y, si tu veux un 4 en sortie de banque qui est NBA ready, prends Draymond. Prends Draymond. Je pense que. Je regarde les stats là. Alors après, Michigan State, tu me diras, Alan, est-ce que c'est vraiment une extrêmement grosse fac, tu vois? Est-ce que. Ah oui, c'est une énorme fois. Il était trop fort en NC, hein, Draymond Green. Trop, trop Bah fort. voilà, parce que je vois les stats, donc je me dis 17 points, 11 rebonds, 4 assists, un bloc, quasiment 2 interceptions par match. Putain, Mais on moi tu pensait me que dis physiquement, Michigan ça State, tiendrait c'est mieux pas. que Baylor, hein. Ah oui, Michigan State, c'est un des 5 meilleurs programmes de la décennie 2010, je pense, en NC. Ouais. Donc je comprends pas en fait Mais les le gens pensaient que pic. physiquement, ça tiendrait pas, je pense. Et puis qu'il avait déjà Qu'il était 22 trop ans, vieux ou. et Ouais, puis que voilà. le tir suivrait pas, et puis que, en fait, on s'est pas rendu compte que Draymond Green, son Q basket, c'est un des. Je Hmm. vais Top choquer 10, les gens, mais J'ai c'est un la des ligue, top, ouais. top c'est un 10. top 5 all-time, peut-être, je pense. Top 10 quand même. Ouais, top 10. Top 5, t'as Magic, t'as Bird, t'as LeBron, t'as Duncan, t'as quand même t'as 2-3 petits joueurs. Mais non, mais C'est un savant, Draymond Green, du basket. Quand il y a qu'à voir ses tweets ou sur TNT. quand il va être coach là. Après, tu me diras, par rapport aux autres qui sont sur les plateaux, c'est sûr qu'il ressort. Mais C'est sûr que comparé à Paul Pierce, il a du QI basket en tant qu'analyste. Mais moi, tu vois, encore, je salue encore, en fait. Mais là, on voit encore, je pense que c'est ça le plus intéressant, la patte de Presti, en réalité. Elle part jamais vraiment encore à cette époque-là. Là, il va te chercher. On prend le fric physique. Voilà, fric physique, et tu dis, bah, de toute façon, avec les joueurs qu'on a à côté, on lui demandera peut-être que des missions au début, ça pourra marcher. Et puis après, si le temps, s'il progresse avec le temps, ça fera la chose. Jeremy Lamb, c'est pas vous qui le draftez, c'est ça? Mais Si, mais c'est ouais, vous l'année le d'après. récupérez. C'est l'année d'après, Jeremy Lamb? Non, Jérémy Lin, t'as raison, il est drafté en 12 et il est dans le trade Voilà, c'est ça, en fait. Ah oui, oui. Vous récupérez Pardon, aussi oui. Jeremy Lamb, qui lui. Alors, je pense que vous avez aucune décision sur le fait de récupérer Jeremy Lamb avec Houston,
Mais lui, c'était un vrai joueur aussi. Hein. NC, un Non, vrai parce que profil. c'était l'année d'après, il a déjà fait un an à Houston, en fait. Non, il fait pas un an. Il est drafté en Ah non, 2012, oui, non, Jeremy t'as Lin, raison, donc t'as raison, t'as il Il a raison. fait jamais pas- joué à Houston. Non, Il a t'as jamais raison. joué à débuté Houston. Non, t'as raison, ouais, on le récupère en fin d'année, ouais. C'est que du coup, il y a eu ça s'est joué sur le différents moments de l'été. Non, effectivement, t'as raison. Tu vois. Bah, Je ça pense m'a- pas que vous avez eu un mot dessus, mais en tout cas, c'est un rookie que vous récupérez et un vrai bon joueur aussi, Jeremy Lin. Ouais, mais après, ça on en reparlera aussi pour le trade Darden, mais le vrai asset au moment du trade Darden, c'est pas Jeremy Lin ou les pics, hein, c'est C'est Kenyon Kevin Martin. Martin, ouais. Non, c'est Kevin Martin, Kenyon, j'ai dit Kenyon. Kevin. Teddy Kenyon. Ouais. C'est Kevin Martin, qui était quand même un futur pro. Enfin, c'était un gros prospect, j'ai l'impression. Il y avait des attentes sur Kevin Martin. Il était déjà bon, en fait, quand il arrive au Ouais, c'était un KC. joueur Ouais, mais incroyable. À c'était Sacramento, il faisait c'était des prévu qu'il cartons. devienne encore meilleur que ce qu'il était à l'époque. Puis au final, il n'a pas confirmé, mais ça aussi, quand on reparlera du trade Darden, on fera 3 heures dessus, je pense, mais là, c'était pas un mauvais choix non plus, le trade Darden. Ou en tout cas, ça peut s'expliquer. Là, la draft de Perry Jones, au final, tu arrives dans une situation où Presti, on va en parler aussi au fur et à mesure où on va avancer dans les années, Presti avait une philosophie, il est allé au bout de cette philosophie. Est-ce que c'était la bonne dans la NBA actuelle? Je suis pas convaincu, mais tu peux pas lui reprocher au moins de pas être allé au bout de sa philosophie. C'est vrai. Et pourquoi le trade Darden n'est pas une si mauvaise décision que ça, puisqu'après on arrive en 2013, et l'année 2012-2013, OKC est pas loin d'être la meilleure équipe de la ligue. Oui, il y a le 8 quand même. Il y a le 8, mais la meilleure équipe de l'Ouest. Alors on va dire, Ouais, Euh, meilleur bilan. Hein. on a le meilleur bilan, et OKC sort en playoff au deuxième tour à la suite de la blessure de Westbrook contre Houston, dont on ne va pas reparler. Ça suffira Merci juste de dire Patrick ça. Beverley. Merci Patrick Beverley. Mais OKC peut C'est déjà vieux, ça. profiter de quelques assets récupérés dans le trade Darden, puisqu'il y a ce choix 12 de la draft 2013 qui deviendra Steven Adams. OKC a aussi le choix 29, son propre choix, et va trade up pour prendre André Robertson en 26, alors que le 29 c'était Archie Goodwin, qui n'a pas fait grand chose. Bon choix. Qui joue en France, alors on parle. Ouais. Et à mentionner aussi qu'en 32, c'est Alex Abrines qui est pris et qui sera staché jusqu'en 2016 et qui viendra un peu plus tardivement, comme vous le savez. Là, à ce moment-là, comment je le vois moi, c'est que en 12, on prend Steven Adams, qui est quand même un bon joueur universitaire, réputé très bon défenseur, très dur au mal. Donc un mec qui va être son futur capitaine de défense quand Perkins sera trop vieux, qui fit parfaitement ta culture, pour le coup. Ça, on l'aura assez dit sur toute la carrière d'Adams à OKC. Qui correspond à ce que tu attends d'un pivot à OKC, en fait. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de lui en attaque, par contre, tu as besoin qu'il gère la défense et qu'il mette des coups. Il reste jeune en plus, parce qu'il fait une année NCAA à Pittsburgh. Ouais. Donc il est jeune. Là, en vrai, t'as drafté 3 role-players, hein, si tout se passe bien. Oui, Ah par ouais, contre, ouais, oui. là, c'est une draft clairement à l'affect en fait. Hein. Notre ressenti en termes de fans, c'est que tu as 3 chouchous quand même là qui arrivent la même année. Enfin, en tout cas, qui sont draftés la même année, parce qu'Abrines arrive bien plus tard. Mais il faut pas oublier aussi, puisqu'on parle du trade Darden, le pic de Steven Adams, c'est pas via les Rockets, c'est pas via le bilan des Rockets. C'est via C'est le via bilan de celui Toronto. de Toronto, parce qu'au moment où Toronto trade Kyle Lowry, trade pour Kyle Lowry, Kyle Lowry est à Houston. Il y a des gens que ça doit surprendre de savoir que Kyle Lowry n'a pas joué qu'à Toronto, il a joué à Houston aussi. Il était pas mauvais d'ailleurs à l'époque. Il avait été drafté par Memphis. Ouais. Et c'est un trade de Toronto, et Toronto avec DeRozan, avec Kyle Lowry, commençait un petit peu à faire du bruit. Donc je pense même qu'en début de saison, au moment où tu fais le trade Harden, je pense que tu t'attends limite à ce que le pic soit encore plus haut que 12. Steven Adams, effectivement. Alors là, pour le coup, on a drafté. J'ai l'impression qu'on a drafté au talent, en fait. Ou en tout cas, ouais, si, au talent, parce qu'il a même pas 20 ans, tu vois. Tu draftes pas dans une optique, comme on a parlé de Perry Jones juste avant, de dire je vais renforcer mon équipe. Je suis pas sûr que ça soit au talent. Quand tu prends Adams, c'est comme l'a dit Alan, ça devient. Pour moi, tu sais que ça va devenir un role player, non? Je sais pas. Est-ce que Adams, t'avais vraiment un potentiel de te dire il pourra développer un jeu offensif? Non, je pense que la seule chose que tu peux dire, c'est qu'il était jeune en fait. C'est la seule Ouais, c'est chose ça. où tu pouvais te dire qu'il y avait peut-être une marge de progression différente. Mais il avait déjà un corps de mec. J'ai vu passer quand j'ai lu son profil draft qu'il avait battu presque les records sur le développé couché. Ces Ouais, choses-là. ouais, non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais tu sais peut-être qu'au minimum, tu as un pivot défensif et qui finisseur proche du panier, quoi. Tu te dis ça.
Après, tu C'est un prends remplaçant à Kendrick Perkins, quoi. Voilà, exactement. Après, ah oui, on peut parler philosophie, c'est peut-être haut dans la loterie. Je pense qu'en 2021, Steven Adams, je le fais jamais partir dans la loterie, moi. Mais en réalité, c'est la réalité de 2013, c'est la réalité de d'OKC à l'époque. Et ça reste un bon pic pour ce qu'il a apporté à OKC. Ah oui, ça reste ça. Et puis après, tu parlais de la réalité de la NBA en 2013. Faut pas oublier que la draft 2013, c'est une des plus chaotiques ever, quoi. Il y a Anthony Bennett qui part en 1 à la surprise générale. Et Oui, vous regardez dans le top Hmm. 10, il y a c'était Oladipo qui devait partir. Oladipo. Pour moi, c'était plus Oladipo. Nerlens Noel d'après Oui, c'est le. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il est Qui blessé, était. Nerlens Noel. Ouais. Mais, et du coup, Nerlens baisse vachement parce qu'il était limite top 3, il tombe en 6. En 6, ouais. Mais vous regardez Autoporteur est encore. troisième. Ouais, autoporteur est troisième, et vous regardez, en fait, vous prenez, c'est pas compliqué, vous prenez la draft 2020. Il y a Wiseman qui est quasiment le seul pivot pris dans le top 10, il y a Okongwu si vous voulez. En 2013, il y a Cody Zeller qui est dans le top 10, Alex Len qui est dans le top 10, Nerlens Noel qui est dans le top 10. Il y a Anthony Bennett, il y a quasiment 4 intérieurs il y a 4 intérieurs dans le top 6. C'est pour vous montrer à quel point la NBA s'est transformée en l'espace de quelques années. Merci Steph Curry et d'autres. Mais Merci Sam Steven... Presti. Merci Sam Presti, merci Greg Popovich. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui font ça. Merci le hit aussi de Spoelstra et de LeBron et tout le bordel. Mais de prendre un pivot en 12 du type Steven Adams, dans un contexte de 2013, ça peut se comprendre. C'est pour ça qu'il faut essayer de remettre au maximum les drafts dans leur contexte. Pareil pour le trade d'Arden, ça reste, de prendre des extérieurs n'était pas aussi important qu'en 2013 que ça l'est en 2021. J'ai encore 2 points que je veux souligner. Le premier, c'est que sur globalement la draft, on va dire de Robertson et d'Adams, t'es très défensif. Tu prends aucun talent et compétences offensives sur le moment de la draft. Robertson, je pense, faisait rien offensivement en NCAA, mais par contre, Il était à quasi 12 points. ouais, mais de ce que j'ai vu, c'est qu'il prenait plein de rebonds, qu'il dominait Ouais. physiquement, donc il jouait presque comme à l'intérieur. Et Adams, quand tu lis, il avait pas de jeu au poste. Peut-être qu'il aurait pu avoir un petit tir, mais il faisait pas énormément de choses non plus. Et tu prends pas forcément une chose qui a été beaucoup fait au Kessie, les plus gros freaks athlétiques, c'est-à-dire Giannis Antetokounmpo en 15, c'est-à-dire Rudy Gobert en 27, juste après André Robertson. Ça pique quand même. Ouais, tu te dis, là il a changé un peu peut-être de pas de fusil d'épaule, mais on a pris des joueurs qui correspondaient parfaitement à la culture du Thunder, les hustle guys, les cols bleus que sont Adams et Robertson, qui le seront pendant de nombreuses années. Donc là-dessus, c'est des bonnes drafts, mais par contre, en termes de plafond et de côté athlétique qui a souvent été mentionné au Kessie, ben, t'avais mieux dans cette draft-là. Mais après, encore, tu parles de changement de philosophie. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un si gros changement de philosophie, puisqu'il prend Abrines. Il prend Abrines, qui est quand même un joueur européen. Qui est Il faut jeune pas oublier, européen, ouais. qui est jeune européen. Et il faut pas oublier aussi, pour ceux qui ne le savent, enfin, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Sam Presti, avant, il était aux Spurs. C'est lui qui a grandement conseillé aux Spurs de drafter un certain Tony Parker. Donc je pense que lui, en termes d'Européen, lui pour le coup, en termes d'Européen, il était vraiment en avance sur son temps. Je pense qu'on a parlé avec Ibaka que lui était un produit européen, même si dans le jeu il était très américain, ça reste quand même quelqu'un qui est passé par l'Europe. Avec Abrines, il fait pareil en fait. Il prend Steven Adams et André Robertson, mais il n'oublie pas quand même de prendre le petit Abrines qui est à Barcelone à l'époque et qui va faire venir bien plus tard, mais qui reste quand même un joueur qui dénote parce qu'il n'est pas athlétique pour un sou, sniper, et qui reste hors du cursus NCAA. C'est un vrai joueur à Brines, hein. Il joue là. Il joue dans la rotation du Barça. Euh, je crois qu'il n'est pas formé au Barça. Je crois qu'il joue à Malaga avant. Il joue à Malaga et il avait été repéré, ouais, par beaucoup de franchises NBA dans des tournois de jeunes où il mettait des cartons en spot-up et tout ça. Et vous le connaissez mieux que moi, je pense, hein, mais il a un vrai bras. Mais là, Abrines, il a peut-être pas ses soucis. C'est mentaux, je crois, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, joueur je NBA, pense, hein. oui. Le mal du pays ou tout ça, c'est un joueur de rotation NBA, hein, avec ça. Ah, clairement. Clairement, c'est Joe Harris en un peu moins bien. Oui, beaucoup moins bien quand même. Mais... Non, un peu. Je pense, non, vraiment, avec Sabrines, tu vois, il y a le côté aussi, il mettait pas tout le temps ses shoots, mais je pense qu'on le sait très bien que le mental, ça aide pour rentrer tes shoots.
Je pense que s'il avait pu régler ses problèmes, alors on n'a jamais vraiment su parce qu'au KC, il n'y a rien qui filtre. D'ailleurs, c'est tant mieux qu'il n'y Parce ait que rien vous qui êtes une filtre dans ce genre franchise de classe. situation. Parce que Oui, vous avez de parce la qu'on est classe. aussi un petit marché et qu'il n'y a personne qui s'intéresse vraiment au Thunder. Mais je pense que lui, s'il avait pu régler ses soucis mentaux, ça aurait pu devenir vraiment un vrai gros sniper. Plus que ce qu'on a vu. Donc une draft quand même celle-ci importante pour le futur du Thunder, hein, vu les joueurs draftés, mais ouais, il aurait presque pu faire mieux, mais ça reste que On très passe à très solide sur 2014, ce- Pierre. On passe à Oui. 2014. La fameuse année Ah, celle-là, elle est 2014. incroyable. Là, on commence déjà d'être dans des années que les gens se souviennent peut-être un peu mieux. 2014, c'est Andrew Wiggins, c'est Joel Embiid, c'est Jabari Parker. Là, ça nous parle un peu plus. Nous, C'est Marcus Smart en 6. c'est Julius Randle, c'est Zach LaVine. C'est Aaron Gordon. Ça devait être la draft c'était annoncé comme The Draft. Ouais. Ça devait révolutionner Ouais. un peu à l'époque. Et dans cette période-là, après une sortie en finale de conférence contre les Spurs, le Thunder a 2 pics, le 29 et le 21. Et là, Mitch McGary en 21, Josh Westis en 29. Celle-là, c'est potentiellement l'une des pires que le Thunder a réalisé. Mitch McGary, je vous l'ai dit en off, je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas forcément le profil du joueur, le prospect et autres, ce qu'il pouvait donner, mais parce qu'il y avait des gros red flags niveau comportement, niveau gestion de la condition physique, niveau drogue, niveau voilà. Niveau fumette. Et ça n'a pas et ça a été confirmé par la suite, on va le dire, parce que je crois que Mitch McGary à un moment était champion de bowling ces dernières années. Sans blague, hein, il y a même Comme pas de quoi, il vanne. avait un bras. Il y a même pas de vanne dans ce que je dis. En plus, c'est ça le pire. C'est voilà. Et Josh Westis, qui est à un an après André Robertson, c'est le même profil quasiment. C'est la même chose en moins bien. C'est un Et Perry Jones, ça, un peu. ouais, mais il est réputé défenseur en fait. Tu sais que c'est très brut en attaque. C'est encore un joueur qui. C'est tu Stanford, draftes pour non défense. Ouais, C'est- Stanford. Ouais. Stanford, ouais. Je me souviens. Alan, C'est un senior en plus. Ouais, Ça, Alan, je pense que tu commençais de traiter un peu cette draft peut-être d'un peu plus loin, mais dans tes Ouais. souvenirs, Mitch McGary, Josh Westis, ça donne quoi? Mitch McGary, moi j'aimais bien Mitch McGary parce qu'en fait je l'avais vu jouer en fait. À cette époque-là, l'accessibilité sur les matchs c'était un peu plus compliqué. Et en fait, vu qu'ils étaient super bons Michigan cette année-là, si j'ai bonne mémoire, ils vont en finale. Ils perdent contre Louisville de Montrezl et d'autres joueurs. Mais dans cette équipe, donc il y avait Trey Burke qui l'année d'avant part en loterie. Je me souviens très bien, il part à Utah. Il y avait Tim Hardaway Jr. Il y avait Glenn Robinson, il y avait Caris LeVert qui sortait du banc, et il y avait Mitch McGary en pivot titulaire. Ah, Et c'est en bête. fait- Des 5 joueurs, enfin des 4 joueurs potables, on a pris le seul qui était dégueulasse. Au final. Ouais, parce que t'imagines à l'entraînement les bacs courts Tim Hardaway Jr., Trey Burke, Caris LeVert, enfin, ça devait envoyer Tu touches pas la balle. grave. Et en fait, Mitch McGary, ouais, il est gaucher. J'ai le souvenir de lui, il est gaucher, Mitch McGary. Oui. C'est un joueur gaucher qui faisait des passes, mais il était gras, quoi. Il était En fait, déjà un peu quand gras. j'ai lu le profil, c'était un espèce de Jokic, mais sans talent. Ouais. C'est pas la même draft, Jokic. Bah si, c'est la Bah même si, draft. justement, c'est et, 2014, c'est- c'est la même. et j'en viens là justement, c'est-à-dire que si tu aurais peut-être mieux scouté, tu prenais Jokic dans le profil, quoi. Oui, si vous voulez un grand un peu qu'avec des mains, entre Oui, guillemets. Et du Qui talent pouvait un peu tout offensif. faire en attaque, et qui, tu vois. Tu Peut-être prends que- Joe Harris. ouais, l'idée c'est quoi? Si on veut justifier, est-ce qu'il veut que Mitch McGary soit une espèce de playmaker en sortie de banc pendant 15 minutes? Est-ce que c'est ça son idée? Parce qu'il est pas, parce qu'il est pas titulaire, Mitch McGary, hein. Même si tout Ah, se mais, passe bien. À cette Est-ce que tu époque-là, as déjà c'est Enes des players. Kanter qui est arrivé au Thunder à cette époque-là où ça arrive justement? Non, Enes il est pas Kanter, là en il est drafté 2014. en 2013, il arrive un an après, je crois. Un an après, peut-être. Je crois qu'il Mais, arrive pour la 2014-2015. Je me demande s'il arrive pas Ouais, après, il arrive juste après, la non saison de la draft de McGary. T'as Parce que- McGary. Ouais. Et Justice, Justice, ça aurait, je pense que l'idée était de contribuer tout de suite, hein. C'est un mec qui avait un long cursus Stanford, donc dans la Pac-12, donc ça. Mais là, en fait, qu'est-ce que tu veux faire après? Est-ce qu'il aurait fallu? En plus, c'est marrant parce que les années précédentes, tu te rappelles de 2010, il y avait eu 2 pics dans la même zone et puis vous aviez trade up pour aller chercher un profil. Vous aviez aussi trade up à d'autres moments, pour Mullens notamment. Là, en 21-29, tu peux trade up, hein, avec 2 pics comme ça.
Tu peux trade up, tu peux trade up fin de loterie, même, je pense. Et en fait, tu trade up pas, tu restes, tu fais confiance à tes analyses et puis tu te trompes sur les deux, hein. Et là, ça fait mal de se tromper sur les deux. Ah, là, ça pique. Tu peux trader Parce que pour derrière, Nurkic en 16, t'imagines? Ouais, tu peux trader pour Gary Harris, tu peux trader pour, je crois que c'est Gary Harris cette draft-là. Tu peux trader Ouais, Gary Harris, c'est en 19. Ouais, je me Ouais, souviens. ou alors tu peux ne pas trade up et tu prends Rodney Hood en 23 et Clint Capella en 25. Ou Bogdan Bogdanovic. Ou tu trade down et tu prends Bogdan Bogdanovic en 27 et Joe Harris en 33. Ou tu prends Spencer. Celle-là, elle fait mal. Ou tu trade down encore plus et tu prends Spencer Dinwiddie en 38, Jeremy Grant en 39 et Nikola Jokic en 41. Mais c'est pas... Celle-là, elle fait mal parce que il y a vraiment cette impression où ils se sont trompés dans le scouting sur celle-là, vraiment. Il y a Jordan Clarkson aussi en 46. Oui, de Missouri. Il va aux Lakers. Bah, aux Lakers. Ouais, il y a aux Lakers. Il y a Semaj Christon aussi qu'on a pris en fin de second tour. Ah, mais celle-là, elle est pas. Celle-là, c'est peut-être celle qui fait le plus mal. Hein. Ça, elle fait mal parce que t'as deux choix de draft là. Tu peux peut-être en utiliser un pour aller chercher un mec qui peut t'aider tout de suite, ou alors tu peux monter pour aller chercher un mec avec plus de potentiel. Et tu te retrouves à drafter deux gars qui ont jamais joué dans ta rotation. Donc là, c'est sale. Après, tu regardes les pics de 10 à 20, c'est un peu un terrain miné. Hein. C'est vraiment du hit or miss quasiment. Parce que t'as Saric, Lavin, TJ Warren, ça va. McDermott. Ouais. T'as Adrian Payne en 15, bon, voilà. T'as James Young. T'as Tyler Ennis. C'est chez moi, James Young. Hein, donc, Oui, c'est chez toi. T'as Tyler Ennis en 18. T'as la légende Bruno Caboclo en 20. C'est vrai, c'est vrai. C'est genre, t'as un peu une chance sur deux de repartir avec un All-Star avec Zach LaVine ou avec un boss complet avec Tyler Ennis. Quoi. Tyler Ennis, oui, qui joue à Phoenix, qui était un petit meneur canadien. Ouais. Donc voilà, celle-là pour le coup. Ça fait très mal. Bah et là, je pense que c'est le moment où on a vu les limites de la philosophie de Presti. Ouais. Hein. Ouais, bien avant la série contre les Warriors en 2016, je pense que déjà la série face aux Spurs en 2014, la finale de conf, bon ok, il y a Ibaka qui joue pas les 2 premiers matchs de la série, du coup on se retrouve mené 2-0. Mais malgré tout, tu te fais taper parce qu'il y a personne qui peut rentrer un panier. La série où vous prenez des grands 3 de Stephen Jackson, c'est celle-là? C'est possible. C'est celle où on prend, je crois, 25 points de Boris Dio dans le Game 6. Ah oui, aussi. Donc voilà, mais encore une fois, là pour le coup je comprends pas. Aucun des deux pics en fait je les comprends, parce que t'as Mitch McGary qui est un point forward, alors que t'as Serge Ibaka en 2014. Serge Ibaka ça reste encore monstrueux. Je pense que c'est la dernière année de Serge Ibaka vraiment monstrueux avant qu'il commence à vouloir shooter des tirs à 3 points. C'était vraiment, il bloqua et je mettais des paniers à mi-distance genre tout le temps. Pour moi c'est la meilleure version d'Ibaka ever, de 2012 à 2014. En plus t'as pris Adams l'année d'avant quoi. T'as pris Adams l'année d'avant et Josh Justice, t'as pris André Robertson l'année d'avant. Je vois pas l'intérêt en fait. En fait, j'allais demander en fait qui était le backup pivot parce que de Perkins, parce qu'Ibaka jouait 4. Mais en réalité, t'avais pris Adams l'année d'avant. Ouais. Nico Collison ou Nazir Mohamed, non? Toi, il était peut-être là, Nazir Mohamed, je suis pas convaincu qu'ils soient encore là en 2014. T'avais encore Nico Collison de tous les cas. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ce que je me dis, c'est même moi, si je suis un apôtre pas du fit, mais au bout d'un moment, dans les 20, t'as drafté un mec loterie sur le poste de pivot, t'as Ibaka, t'as Perkins. Draft pas un pivot, enfin, draft autre chose. T'as quasi pas de rotation là sur les finales de conf, t'as quasi pas de rotation au poste 5 en fait. C'est Serge Ibaka qui joue 5 et t'as Kendrick Perkins qui joue 20 minutes et t'as Steven Adams qui joue 12 minutes. En gros, c'est tu mets Derek Fisher, tu fais un backcourt petit où tu fais Russ, Reggie Jackson et Derek Fisher, tu fous KD en 4 et Serge Ibaka en 5. Donc déjà, tu fais pas jouer le pivot que tu as drafté en 12 l'année précédente, tu vas redrafter un intérieur. Celle-là, elle fait vraiment mal. Même Nico Collison, il joue pas. On va conclure là-dessus, mais celle-là, elle fait vraiment très mal. Celle-là, elle fait vraiment très mal. C'est peut-être celle-là où tu manques une occasion de te renforcer pour le titre NBA. On continue d'avancer, on arrive à la 2015, saison 2014-2015 ratée pour le Thunder, puisque saison marquée par la blessure de KD. Le Thunder échoue aux portes des playoffs sur un tir avec la planche d'Anthony Davis.
qui est son seul tir à 3 points De de la la saison. saison. Sinon, on aurait eu un OKC Golden State au premier tour. Ouais. Avec un KD sur le retour d'ailleurs, non? Je me demande si. KD, ouais, il revient, Ouais. il revient, genre il reste 15 matchs. OKC cartonne bien en fin de saison. Je pense que tu aurais eu une vraie série en 2015, puisque tout le monde aurait été au complet. Qu'aurait pu être un prémisse de la 2016 d'ailleurs. Mais oui, bah, t'as la saison où KD se pète, où t'as Russ qui commence vraiment. Pour moi, c'est la saison d'éclosion de Russ en tant que potentiel MVP. Il est MVP du All-Star Game, il y a des triples-doubles qui commencent vraiment à pleuvoir de partout. Mais ouais, à cause d'Anthony Davis et d'un 3 points improbable, tu vas pas en chanceux. C'est le plus chanceux. Et du coup, le Thunder se retrouve avec un choix pas trop mal, le 14. Et va choisir Cameron Payne, qui fait beaucoup parler de lui actuellement. C'est un bon choix au final. C'est un bon choix maintenant, mais sauf qu'il est plus à OKC. C'est ça le problème. C'est ce que je te disais, Alan, avant d'enregistrer. En fait, quand on lit le scouting report de Payne, c'est un joueur qui cartonnait en NCAA, qui était un énorme attaquant et scoreur et créateur. Et en gros, je pense qu'on cherchait ici le backup de Westbrook. Parce que t'as Reggie Jackson qui s'en va. Ouais, t'as Reggie Jackson qui s'en va et le mec qui aurait pu gérer l'attaque quand Westbrook n'était plus sur le terrain. Voilà, un guard un peu qui t'apporte un apport au scoring qui manquait depuis quelques temps à OKC. Ouais, puis même jouer avec lui. Regarde, Constant a C'est dit vrai. que l'année d'avant, il y a des line-up vraiment petits. Où ce qui est la possibilité. Quand tu as KD dans ton effectif, KD il finit poste 4 hein, souvent dans les fins de match. KD, ouais, mais tu vois, même en 2014, il est déjà poste 4. Tu vois, et donc ça peut te permettre de, si tu tiens défensivement avec en plus des profils à la Ibaka, de jouer plus petit. Et donc de jouer potentiellement avec des ball handlers qui peuvent tirer. Campaign, c'était, il faut le dire, c'était Ja Morant avant Ja Morant à Murray State. C'est la même fac en plus. Oui. Je compare pas les profils, Oui, mais le type de fac. joueur, en termes de carton dans une fac de seconde zone, d'un joueur qui avait tous les ballons et qui faisait des belles choses avec des joueurs qui ont fini caissier ou genre de bridge à côté, c'est Campaign. C'est Campaign. Franchement, moi j'avais jamais vu de match de lui en entier. C'était pas simple à trouver. Mais tu tapais Campaign Highlights à l'époque. Tu voyais des trucs. Hein. Step back, joueur sur pick and roll. Le problème, c'est que on n'a pas compris, je pense, le souci de physicalité. Quoi. Physiquement. Oui, et puis de QI basket aussi. Il devait être un elite shooter pour ce qu'il est avec Phoenix. Hein. Franchement, il met dedans comme un malade. Hein. Mais il a besoin de ça parce que le reste de son jeu manque cruellement de capacité athlétique. Mais tu vois, là, tu es en 14. Tu as un choix loterie que tu dois pas avoir. Hein, parce que c'est comme par exemple quand Boston a des choix loterie là, qu'on a récupérés dans des deals. Ton équipe, elle vaut les playoffs, mais tu as un choix loterie. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends Là, c'est différent parce que les choix de Boston, c'est des choix via d'autres équipes. Là, c'est ton pick à toi. Des choix de blessures, après, c'est dû à des blessures. Ouais, mais la finalité, c'est que tu as quand même une équipe qui peut viser le top 4 dans ta conférence et que tu as un choix loterie. La finalité reste un peu la même, tu vois. En réalité, vous aviez pas à J'ai être l'impression là. que tu avais plus de manquements dans l'effectif du Thunder en 2015 que dans celui de Boston en 2020, par exemple. Ok, ouais. Après, c'est peut-être. Tu vois, t'as Enes Kanter qui arrive, mais t'as Reggie Jackson qui est tradé. Je me demande s'il est pas tradé, genre juste avant la draft. Non, il est tradé en courte saison à Détroit, je crois. En 2015, il est tradé, je crois, en courte saison. Bah, je crois que c'est la saison où il est tradé. Enfin, il est tradé avant la saison, avant le. Ouais, c'est ça, 2014-2015. Donc, il est tradé la saison avant la draft de Cameron Payne. Donc, à mon avis, là, on a pris Cameron Payne, justement, comme t'as dit, Alan, pour avoir ou comme t'as dit Pierre plutôt, pour avoir un porteur de balle, pour avoir le remplaçant de Reggie Jackson à la main derrière Russell Westbrook. Sauf que le problème, c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a fait des ou beaux alors chèques, Sam mais il n'a pas Presti fait grand-chose. Ou alors Sam Presti était encore une fois beaucoup trop en avance sur son temps, puisqu'il avait 7 ans d'avance sur tout le monde. Il savait que Cameron Payne allait devenir un meneur tout à fait correct en sortie de banc d'une équipe qui vise le titre. C'est quand même assez incroyable de dire ça de Cameron Payne. Ouais, qui prend 20 minutes. Hein. Qui prend plus de 20 minutes par match sur une série contre LeBron. Qui fait une meilleure série que Dennis Schroeder. Ah oui, complètement. C'est pour vous dire. Et de loin. Qui fait limite une meilleure série que LeBron James. Donc voilà. Non, d'ailleurs, on peut enlever le limite, il fait une meilleure série que LeBron James. Mais après, le problème, c'est que
bon, encore une fois, la draft 2014 qui est un peu sous-cotée quand même. Bon, dans le haut, il y a 2015, Karl Anthony Towns en 1. 2015, pardon, oui. Euh, bon, oui, bah, il y a l'écarteur de terrain. Enfin, je sais même plus quel surnom donner à Porzingis tellement ce joueur est infect, vraiment. Contre un max, faut pas oublier. Contre un max, alors que Tim Hardaway est 15 fois meilleur. Il y a Karl Anthony Towns qui est pas mal. Il y a D'Angelo Russell qui est correct. Il y a Jalil Okafor qui est pas né à la bonne époque. T'as quand même Booker. T'as Booker, voilà. T'as Booker, un pic avant Cameron Payne. Bon, ça pique un peu. T'as quand même. Tu passes d'un potentiel joueur franchise player. Ils jouent ensemble maintenant, ils terminent les matchs ensemble. Ouais, maintenant, ils terminent les matchs ensemble. T'as quand même. Voilà, t'as Miles Turner. Miles Turner qui est un joueur intéressant, qui est pick en 11. Moi, j'aime beaucoup Miles Turner encore aujourd'hui. T'as Terry Rozier qui part aux Celtics. Oui, vous préférez prendre Campaign que Terry Rozier. Ouais, voilà. Alors que c'est un peu le même délire. Hein. C'est un peu le même Dans type le de joueur. Rozier aurait été peut-être plus utile à OKC. Honnêtement. Rosier, en plus Rosier qu'on pensait qu'il allait mettre plus de temps à s'acclimater. La première saison, G-League et tout, mais dès la deuxième saison, il prend des minutes en playoff avec Boston. Et il est intéressant. Et puis t'as du Dylan Wright aussi qui est pick en 20. Après lui il était senior, mais tu vois même un Tyus Jones, moi j'aime bien Tyus Jones. Tyus Jones c'était freshman en plus. Ouais, donc en sortie de Duke. Voilà, là sur la 2015, tu vois vraiment que ça a été de pic. J'ai même pas envie de dire au talent, là pour le coup, c'est un pic, j'ai plus l'impression au fit dans un range de loterie, tu vois. Je pense que Presti, il a sélectionné des joueurs, je pense qu'il avait Booker, à mon avis, en 1, mais c'est enfin dans ce range-là, je pense qu'il voulait prendre Booker. Comme Booker est parti un pic avant, il s'est dit bah déjà j'ai plus d'assets pour trader mes joueurs pour monter à la draft, donc tant pis. Il s'est dit je vais prendre Cameron Payne, mais pour moi c'est une draft au fit. De dire j'ai besoin d'un meneur backup derrière Russell Westbrook parce que j'ai tradé Reggie Jackson, je vais prendre Cameron Payne. Ou alors Cameron Payne était pour lui le plus grand talent. En vrai, on ne saura pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a classé Cameron Payne devant les joueurs que tu as cités, les guards que tu as cités, Terry Rozier, Delon Wright, Tyus Jones et tout ça. Ça, c'est certain de ça. C'est que dans ce groupe de guards, il préférait Cameron Payne. On enchaîne, draft 2016. Je vais pas parler de Dakari Johnson, incroyable. Non, j'ai pas envie. Ah si, au faut second parler. tour, Ah, attends. on a déjà assez parlé de cette draft. Et là, on arrive en 2016. Bon, je vais pas vous rappeler ce qui s'est passé en 2015-2016 pour OKC. C'est passé quoi? On sait plus trop. La draft se passe avant le trade. Le trade, non, même pas. Le départ. Le trade, non. Le départ il a pas de KD. fait ça, ce chien. Le départ de KD. Domantas Sabonis en 11. C'est fort. Qui n'est pas un pic de nous. Non, qui n'est pas un pic de nous. Qui est obtenu du Magic. Contre Serge Ibaka. Pour Serge Ibaka et Victor Oladipo. Ouais. Quel bon coup. Quel bon coup, oui, c'est ce que je disais là. Lui, c'est l'une des meilleures drafts que tu pouvais faire à ce moment-là et de très loin. Tu prends Serge Ibaka qui est en dernière année de contrat en 2016. Donc en plus, Serge Ibaka, qui a, comme je l'ai dit, 2015-2016, c'est la saison où il commence à prendre des 3 points et à pas les mettre. Et qui commence à vieillir un peu physiquement, ça se voit. Qui vieillit un peu physiquement, c'est plus le même défenseur. C'est le Serge Ibaka d'aujourd'hui, en limite en moins bien. En transition dans son jeu. Ouais, donc du coup, il shootait moins bien à 3 points que ce qu'il peut shooter aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'il shootait quand il était avec Toronto, par exemple. Ouais, donc tu te débarrasses de la contre-acquire de Serge Ibaka, tu récupères Victor Oladipo que tu pouvais entourer en plus. Quel bon move! Il fait chier KD, vraiment, quel chiennasse, parce que le mec. Non mais attendez, tu récupères Victor Oladipo et Domantas Sabonis, tu mets Oladipo qui fait quand même. C'est pas le Victor Oladipo, alors c'est pas le Victor Oladipo du hit, fort heureusement. C'est pas le Victor Oladipo des Rockets, mais c'est pas non plus le Oladipo des Pacers qui était incroyable, mais ça commence à devenir un joueur intéressant, qui mettait des tirs à 3 points incroyables contre nous la saison précédente, faut se rappeler de ce match. Et tu récupères Domantas Sabonis, qui est quand même, j'ai l'impression, Gonzaga, donc Gonzaga en termes de cursus universitaire, je pense qu'on est pas mal. Tu récupères un joueur très intéressant avec Victor Oladipo, et t'as KD qui décide de faire ce move. Mais alors là, pour le coup, cette draft-là, on parlait des deux autres qui étaient plutôt ratées. Celle-ci, c'est peut-être l'une des meilleures. Ouais, Alain, je vais peut-être plus te poser la question sur Sabonis, parce qu'il a fait une saison à OKC avant d'être tradé pour PG.
OKC, il était utilisé en poste 4, off-ball, sans grand impact et tout. Est-ce que dans le futur, il aurait pu devenir justement plus que ça, ou est-ce que tu penses qu'il aurait été barré de toute façon par le jeu d'OKC, par les joueurs qu'il y avait, Westbrook, Adams à son poste potentiellement? Tu penses qu'il aurait pu jouer avec Adams, toi? Genre, Ouais. Je suis pas sûr, moi. S'il joue avec Miles Turner, il peut jouer avec Adams. Bah non. Justement, parce Ah, que il Miles joue Turner, pas, il Adams. joue, Miles Turner joue off-ball la moitié du temps à 3 points, quoi. Oui, mais Adams, il joue off-ball aussi. Non, C'est mais juste off-ball, qu'il aurait alors, pris loin plus loin de du place cercle. sur la raquette. Loin du cercle, ton c'est ce que je voulais spacing, dire. ton spacing, il est problématique. Ouais, mais je pense Euh, qu'il aurait pu développer plus de shoot, tu vois, là où il se concentre plus sur un jeu au poste à Indiana, justement parce qu'il y a Miles Turner. Je pense que Sabonis, si tu le fais taffer sur son tir à 3 points, il est capable de l'avoir. Bah, ça reste un bon choix parce que c'est un choix dans la loterie où tu draftes un multiple All-Star. On peut penser ce qu'on veut de Sabonis, mais c'était un joueur jeune, c'était Gonzaga. Moi, je l'avais pas là. J'aimais pas trop Sabonis, hein, je l'avais pas dans ma loterie. Je pensais que physiquement, il serait obligé de jouer poste 5 et qu'il prendrait l'eau parce que je voyais pas son arsenal offensif s'écarter autant, en fait. Et ce qu'il a réussi à faire, hein, ce qu'il a vraiment réussi à faire. En NCAA, il jouait 4, mais il bossait pas mal de haut panier avec des hooks. Il faisait ça pas mal. Là, on le voit faire ça, mais il fait beaucoup d'autres choses. Mais ça reste un super bon choix. Ça reste un super bon choix où Presti s'est dit bah, je suis en loterie, je vais prendre ce que je pensais être le plus gros potentiel. Et en vrai, il avait raison. Moi, ce qui me plaît plus, c'est que tu signes Caruso en free agent de draft. Ça, c'est plus intéressant. Hmm. Ouais, clairement, clairement. Après, tu vois, la draft 2016, au final, tu regardes, t'as un top 3 qui est quand même incroyable. Ben Simmons, Brandon Ingram, Jalen Brown. Bon, après, t'as Dragon Bender et Chris Dunn. Voilà, t'as des mecs qui ont décidé de prendre Chris Dunn et Bender devant Jamal Murray, mais bon, ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ouf, non, bon, non, allez, bon, je vais pas troller jusqu'à ce point sur Jamal Murray, mais non, mais après, t'as des gens qui ont décidé de prendre Maker en 10. Oui, c'était Ça, le serpent de mer, Todd Maker, là, on était en plein dedans, là. La hype Mm. Todd Ah, Maker. la hype Maker, c'est fameux intérieur athlète. C'est Mobamba, avant Mobamba, on est encore plus nul. Oui, Mais puis t'as c'est quand même. Marquis Chris aussi, Marquis Chris. C'est Marquis Chris, ouais, qui part en 8 aussi. Le Phoenix, ça se voit qu'il y a eu un changement de management parce que au niveau des drafts, on est passé de Marquis Chris et Dragon Bender à Michael Bridges et Cam Johnson. Mais quoique, il faut encore des erreurs à prendre Jalen Smith dans le top 10. Mais moins d'erreurs quand même que prendre Garchon et Abouzélé en 16. Hein. Ça, c'est quand même, ça reste une belle petite connerie. Mais non, ouais, la draft d'OKC, bah c'est l'une des meilleures. Là. On est quand même passé sur des années qui étaient bien merdiques. De prendre Domantas Sabonis en 11 en récupérant Oladipo, c'est vraiment une très très bonne draft. Et même si Sabonis a pas, vu qu'il a fait qu'une saison et qu'il y avait généralement c'était Taj Gibson qui arrive en cours de saison en 2016-2017 qui lui prenait des minutes, Domantas Sabonis, s'il était resté au KC, il serait devenu un joueur très intéressant. Et puis tu as Jeremy Grant aussi qui arrive en cours de saison, donc il s'est retrouvé avec la route barrée par plein de joueurs, mais je pense que s'il était resté, il se serait aussi bien développé qu'Indiana. Ouais, tu draftes un mec que tu utilises pour récupérer Paul George. Normalement, faut pas non Aussi. plus. Voilà, C'est pas aussi non- bien. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Qui est une pièce Ouais, essentielle dans le trade de Paul George, je pense même. Donc, C'est plus Oladipo que. oui. Oui, mais au final, ils étaient bien contents d'avoir eu Sabonis aussi, je Bah, ils pense. sont plus contents d'avoir eu Sabonis que d'avoir Oladipo. C'est comme les fans de Dallas, ils sont plus contents d'avoir Tim Hardaway que d'avoir Porzingis. Donc, On arrive, draft 2017, donc après la saison MVP de Russ, avant le trade pour Paul George. Choix 21 pour OKC, Terence Ferguson. Celui-là, déjà, c'est avant. je crois que c'était avant le trade. J'ai checké, je crois que c'était avant. Oui, c'est avant. Le trade, la C'est en draft, juillet. c'est le jeudi c'est un samedi soir, Pierre, que vous faites ce Ouais, deal-là. non, c'est avant le. Ah, je on sais parle exactement où j'étais au moment où j'ai vu la news. Mais oui, c'est pas genre 3 heures avant l'ouverture de la Free Agency où il n'y a pas un délire comme ça, le trade de Paul George. Je sais pas, dans tous Mais les c'est cas. après la draft, en tout cas. On a tradé après la draft. Terence Ferguson en 21. Choix Choix. moyen. Parce que Terence Ferguson, à ce moment-là, bon, cursus spécial, cursus australien. On sait que Sam Presti, on va le voir ensuite, aime bien les cursus atypiques. On l'a Voilà, mentionné ça y est, pas là, mal c'est de parti. fois.
potentiel free and D de ce qui ressort de Ferguson à ce moment-là. Il met un peu dedans en Australie, un peu plus que ce qu'il a mis dedans au OKC. Fric athlétique avec potentiel défensif, donc ça, pour le coup, il l'a confirmé ensuite. Voilà, compliqué balle en main, pas trop de jeu offensif, ça, on l'a bien vu. Est-ce que c'était le moment de... Est-ce que, Alan, tu considères toi qu'à ce moment-là, c'était un bon choix, genre en termes de scouting, ou est-ce que c'était prévu que ça allait finir, qu'il n'allait pas forcément se développer comme on pouvait l'espérer en tant que free and D, et tu avais d'autres joueurs derrière, par exemple un Josh Hart qui est dans ce profil vraiment plus lui. Voilà, c'est les opposés de Josh Hart et Ferguson. Josh Hart, c'est 4 ans à Villanova. Je rappelle que Terence Ferguson, il est triple médaillé, hein. Triple médaillé d'or avec Team USA. U16, U17, U19. Il a des offres de plein de monde et il choisit d'aller en Australie. Donc moi j'ai applaudi le choix de Terence Ferguson le soir de la draft. Parce que je l'avais un petit peu plus haut en termes de potentiel. Parce que s'il met des tirs, si son tir suit, Terence Ferguson, c'est un joueur qui peut jouer 25 minutes en NBA, hein. Ouais, mais Problème. tu viens de résumer 10 années de draft, ok, ici, en Ouais. fait. Genre, Si les mecs mettent des tirs, et ça sera des super bons roleplayers. Voilà, les mecs, ils sont athlétiques. Hein. Tu vas voir, moi, je veux dire la même chose quand on va drafter Kuminga. Je veux dire, franchement, si le mec rentre ses tirs, ça va devenir un pur joueur en NBA. Mais, Ouais, je sais. Mais c'est compliqué. Ça restait quand même un joueur de 19 ans qui avait des flashs athlétiques très intéressants, un bon premier pas, et qui défensivement se battait et était vraiment intéressant sur l'homme. Donc ça. Puis qui avait que 19 ans. Il avait que 19 ans. Alors bien sûr, oui, Josh Hart est un meilleur joueur de basket. Il n'y a pas de débat, il y a pas de débat là-dessus, hein, mais je pouvais comprendre ce choix-là de la part de Presti. ça reste un meilleur choix que Kai Kuzma, quand même, qui est pris en 27. Quel Kuzma est encore en NBA. Ouais, mais quelqu'un aurait pu pour très longtemps. Il fallait faire un petit tour du côté de l'Asie. Non, mais blague à part, pour moi, il y a vraiment, là pour le coup, il y a une grosse erreur en termes de scouting, je pense. Parce que tu parlais, Alan, d'un joueur de 19 ans capable de défendre sur l'homme, et s'il était capable de rentrer ses tirs, il pouvait jouer 25 minutes en NBA. Depuis qu'après, il y a OG Anunoby, qui a Ah oui, mais 19 OG ans, Anunoby, qui est il ne doit capable, jamais être qui, à là. mon avis, devait être dans le même profil. Oui, comme tu l'as dit en off, il a rien à faire là. Mais il devait partir plus haut parce qu'il se blesse, c'est ça? Oui, il se blesse au genou dans sa deuxième année universitaire. Donc il y avait peut-être des red flags sur le genou, un petit peu comme Kuminga au final. Sauf qu'ils vont pas partir dans le même range. Ou alors si Kuminga part en 23, bon bah là on va tout arrêter. Mais je pense que au Giannunobi, tu vois, t'aurais dû tenter le coup. Même s'il y avait des flags potentiels sur son genou. Tu vois, c'est un peu le raisonnement Michael Porter Jr. Quand tu as un talent, alors je dis pas que les deux avaient autant de talent, mais quand tu as un joueur qui visiblement était prédit à partir haut, même s'il y a des flags, il y a un moment où il faut tenter le coup. Je pense que, tu vois, Terence Ferguson, ok, il a été drafté avant Paul George, mais je pense que si c'est 2-3 jours avant, il y avait déjà des talks en off où ça commençait déjà à discuter d'un package. Je pense pas que ça se soit fait en un quart d'heure. Moi, je me dis, tente Anunoby, quoi. Vraiment, tente Anunoby. Oh, et puis Parce surtout, que... si ton délire c'est de tenter un jeune potentiel physique athlétique, bah il s'est trompé, parce qu'ils sont dans le même délire, hein. Ils ont juste pensé que Bah ouais, c'est pour ça. Ferguson était meilleur. Tu Ils ont vois, pas c'est pris pour un ça que je mec de parle pas 83. d'un... Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je parle pas... C'est pour ça que j'évoque pas un Jarrett Allen qui est pique après, tu vois. Je reste vraiment dans l'optique de Presti, de dire, je vais prendre un joueur athlétique sur les postes de guard. Parce que sinon, oui, bah faut prendre Jarrett Allen. Mais pour moi, OG Anunoby, il est dans le même range, ce qui veut dire que Presti a, je pense, fait un choix entre Terence Ferguson et Anunoby. Il a préféré prendre Ferguson, alors qu'il aurait dû prendre Anunoby. Voilà, Moi, ça j'ai pour du moi, mal, pour le coup, c'est une vraie erreur. j'ai du mal avec la politique encore qui est comme ça de Presti, enfin qui est à ce moment-là de ça, de prendre un fric athlétique encore. Quand tu vois l'effectif en 2017, ce qu'il est. T'as Westbrook offensivement qui joue presque tout seul. T'as Oladipo, s'il est en court trade, enfin voilà, il a pas fait une énorme saison offensive, ok si, il mettait dedans extérieur, mais il apportait pas autant que tu voulais. Et après, c'est André Robertson, c'est Jeremy Grant qui n'est pas le joueur offensif qu'il est maintenant. T'as un gros manque de talent offensif, de shoot, de spacing, de tout ce que tu veux, et tu vas prendre le mec fric qui n'a pas forcément de tir, et que tu te dis ça va être le facteur limitant peut-être de sa carrière. Je suis pas fan du tout en fait.
Après, si tu sais que Paul George arrive, est-ce que t'as Et vraiment Melo? besoin de rajouter un score? Et Melo d'ailleurs Mais aussi. Melo, c'est bien plus tard. Melo, Oui, c'est en septembre. Ouais, c'est en Non, septembre. mais Tu vois, sans mettre un scoreur, tu peux mettre un spot-up shooter, tu peux mettre autre chose que... Alors, je veux bien que Ferguson mettait un peu dedans en Australie, peut-être qu'on avait espoir qu'il puisse faire ça, mais ça n'a pas trop été le cas, à part par court passage, quoi. Ouais, mais je veux dire, t'as pas besoin de drafter un ball handler, tu vois. Hmm. Un 3D, tu peux, mais t'es pas obligé de drafter un scoreur primaire, tu vois. Oui, bien sûr. Mais tu vois, un Euh, Dylan Brooks bien plus tard dans la draft me paraît bien plus maintenant, en tout cas. Ça, c'est l'opposé. C'est un mec qui a fait 4 ans de fac et tout ça, quoi. Voilà, c'est pas. Donc, je sais pas, au final, moi je te Toujours dis, aussi cette l'erreur, envie c'est de jeunesse Anunoby. aussi, je pense, Presti. Ouais, à partir de là, oui, il y a un switch qui se fait au moment du départ de KD, où ça change pas tant dans les profils que dans l'âge des sélections. Ouais, pour moi, oui, effectivement, OG Anunoby reste quand même un bon gros raté d'après. Déjà, juste parce que le joueur est devenu un joueur excellent et du profil que tu m'en fais, Alan, du fait qu'il devait être drafté plus haut. Pour moi, quand tu es en 20-30, et ça on le répète, et toi Alan tu le répètes tout le temps, et nous aussi on le répète, en 20-30 c'est le range où tu fais des paris, où tu dois faire des paris, prends justement le joueur qui a peut-être des red flags au niveau du physique, mais qui a l'air d'avoir un talent très important. Et Ferguson était un pari. Ferguson était un Ouais. pari en réalité. Ouais, bah, il a été raté. Draft 2018, bon là pas grand chose à dire parce que le Thunder n'avait pas de choix, donc ça allait Hamidou assez Diallo. vite, mais va chercher Hamidou Diallo en milieu de second tour, qui était plutôt une bonne réussite de faire ça d'ailleurs, vu ce qu'il a apporté dans la saison d'OKC, etc. C'était plutôt bien vu de la part du Thunder à ce moment-là. On va pas rentrer dans les débats là-dessus, on en a beaucoup parlé, mais là-dessus ça prouve encore une fois que tu peux aussi avoir des bons paris comme l'a mentionné Alan avec Caruso, et ben, en second tour ou non drafté et aller chercher des joueurs. On va le voir ensuite en 2019. Puisque après, là on draft avant le trade de Paul George, du coup. On est en 21, on va trade down pour aller chercher Darius Bazley en 23 et laisser Brandon Clark aux Grizzlies. Sur le moment, le choix est pas vraiment compréhensible parce qu'on prend l'un des joueurs les plus qui a le plus de potentiel peut-être de la draft, mais sur lequel on a le moins de certitude, alors qu'à ce moment-là, on est plutôt dans l'optique qu'il nous faut du renfort et un joueur utile dès maintenant, Brandon Clark par exemple. Et au final, avec le trade de Paul George, il prend un peu plus de sens ce choix-là. En bonus, comme je l'ai dit, non tradé, on va signer Lou Dort, qui est maintenant une pièce essentielle de la reconstruction. Cette draft-là, elle est, je pense, plutôt réussie. Alan, tu te souviens, je pense qu'on avait fait un épisode d'ailleurs sur Darius Bazley et Lou Dort. Toi, tu étais déjà haut sur Lou Dort, si je me souviens, tu l'avais en fin de premier tour. Et Bazley, tu aimais bien parce que le talent, et parce que, bon, après, tu l'avais pas vu, mais le talent avant. Incompréhensible que Lou Dort soit pas drafté. Enfin, Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, il n'y avait pas que Alan qui était au-dessus, hein. Tout le monde le mettait quasiment tout le monde le mettait en fin de premier tour, hein, Lou Dort. ouais, tout le monde l'avait allez, la range 25-40, quoi. 25-45. Parce que, et même, je me rappelle que en début d'année NCA, il y avait des gens qui l'avaient low trip, parce qu'il fait un énorme début de saison. Il fait un énorme début de saison, il met des tirs en fait. Et donc, alors là, tout le monde se dit, mais c'est n'importe quoi, parce qu'en plus, il était ball handler à Arizona State. Et il était plus âgé que les freshmen, mais il était freshman, mais il avait l'âge d'un sophomore, il avait plus de 20 ans. Mais ouais, tu récupères en UDFA, mais je me rappelle, on a fait l'épisode et j'avais dit à Pierce, je pense que ce mec-là, il peut jouer chez vous. Je pense que ce gars-là, il peut prendre des minutes. Bah, résultat, Bonne analyse. ouais, j'ai fait des conneries, mais celle-là, c'était plutôt pas mauvais. Et Bazley, c'est comme Ferguson. Bazley, c'est comme Ferguson. C'était un mec de Team USA, c'était un mec qui devait aller à Syracuse, mais qui finalement a préféré signer professionnel et faire autre chose de son année pré-draft, qui a signé avec Clutch Sport de Rich Paul. Et qui Et New était, Balance surtout. qui était et New Balance, voilà, via Rich Paul, mais qui était voilà, un des plus gros potentiels athlétiques de la draft. Parce que quand tu regardais son film lycée et AAU, c'était un point forward au poste 4 qui mettait des tomards sur tout le monde et qui prenait des tirs à 3 points. Donc c'était un peu. Mais ça, c'était encore du précis pour moi. Peut-être pas. Voilà, donc c'était. Ok, oui, Brandon Clark, j'adorais Brandon Clark, c'était un meilleur joueur, je pense, mais en vrai, moi, t'aurais dû prendre Kevin Porter, voilà, mais t'as pris Darius Bazley. Ouais, non mais là aussi, Kevin Porter, on est encore dans le
Kevin Porter, personne doutait du talent, c'était plus mental où il y avait des flags là pour Ouais, le je coup. pense que là, Kevin Porter. Presti, après, je sais pas si McGarry a changé quelque chose à ça, mais là, je pense que maintenant, et on va le voir avec la draft de la dernière, maintenant, au niveau comportement, culture, fit, c'est indispensable maintenant. Genre, il prendra plus de mecs avec des incertitudes sur cet aspect-là. Pour moi, la draft de Baisley, c'est. Presti, c'est déjà que Paul George va partir. J'ai cette impression-là aussi, moi. Je crois pas une seule Mais Pierre, seconde tu l'avais dit que. d'ailleurs, je me rappelle, hein, tu avais dit c'est bizarre et tout, quand tu le draft. Je crois pas une seule seconde qu'il puisse prendre un joueur si jeune tout en sachant que. Enfin, tout en ne sachant pas qu'il va reconstruire après. Sinon, je ne comprends pas. Parce que dans le même range, t'as Ty Jerome, tu vois. Là, on parlait d'avoir besoin de shoot. Bon, Ty Jerome, évidemment, il a fini chez nous, évidemment, Le il sang, fait Ty notre Jerome. bonheur. Le sang, Ty le magnifique, comme on va commencer à l'appeler. Mais pour moi, c'est même Nassir Little qui avait chuté à cette draft-là, je me rappelle. Ça Oui, c'est parlait vrai. plus d'un loterie pick que d'un pick 25. Donc, je comprends pas, en fait. Pour moi, c'est vraiment de se dire c'est vraiment un pic en prévention d'un trade de pitch. Et du coup, il est justifié si tu fais ça, je trouve, de un an et demi après, 2 ans. C'est juste. Après, le meilleur choix, ça reste d'avoir signé Lou Dort. Oui, Très clairement. complètement. Entre la draft 2019 et 2020, quand même des changements que je voulais mentionner. Déjà, le départ de Troy Weaver, qui devient, il est quoi, general manager à Détroit? Ouais. Et qui est lui responsable maintenant des drafts là-bas et qui avait un rôle important dans l'organigramme du Thunder. Ça avait beaucoup sorti, notamment pour Westbrook par exemple. Il était un peu tombé amoureux de Westbrook, etc. Donc il n'est plus là. Comme tout le monde. Hein. Et recrutement aussi, on l'a un peu oublié, mais entre les deux drafts, de Corey Evans, Alan, ça te parle peut-être plus qu'à nous, Oui, qui était sur le site Rivals ou Rivals, je sais pas comment on dit, voilà. Ouais. qui était un scout très réputé en ligne, très respecté en ligne, un peu comme toi, Alan. Peut-être qu'un jour on recrutera dans une franchise NBA. Et qui était signe vraiment d'un espèce de renouveau au OKC, qu'on s'intéresse à des prospects, même avant la NCAA, que ce soit en high school ou ces choses-là, et on prend des experts d'un nouveau genre, j'ai envie de dire, et ça c'est intéressant. Ouais, t'as raison de le mentionner. Je me rappelle, j'ai oublié ça. En gros, t'as 3 sites majeurs d'analyse de prospects au lycée. Rivals, 24/7, que je trouve qui est le meilleur. ESPN, et ESPN le fait aussi. C'est eux qui classent les top 100 lycéens. C'est eux qui les classent, et après, tu fais un consensus des trois, et ça te fait un classement général. Ce que les Américains appellent le RCI. Le RSCI, c'est très compliqué, mais c'est ça. Et ouais, Corey Evans, je me rappelle, je le suivais sur Twitter. Il faisait des analyses de. Il a tous les events McDonald's All-American, tous les tournois lycéens. Il a ses entrées dans tous les circuits. AAU, EYBL. Il connaît beaucoup, beaucoup de monde. Il connaît beaucoup, beaucoup de coachs. Et donc. Ouais, je trouvais ça hyper intéressant que vous le preniez, parce que ce mec-là, en fait, il a un réseau déjà, il a un énorme réseau, et puis c'est une expérience supplémentaire. C'est un truc que je me rends compte depuis un an à peu près, la nécessité d'évaluer les joueurs dans plusieurs contextes. Ça m'a permis de faire moins d'erreurs. Les mecs qui font une année en NCA, si elle est mauvaise, faut aller regarder autre chose, parce que le contexte, il peut être mauvais. Donc lui, il a du background sur le lycée déjà, de tous les gars. Donc il peut apporter ça à des mecs qui en plus vont regarder par exemple que du FIBA ou que de la NCA. Et tu peux un peu mixer les avis. Et ça, c'est hyper intéressant. Et franchement, précis là-dessus, je pense qu'il y a eu un rôle à jouer là-dedans, et c'est hyper intéressant. C'est surtout ultra préventif. Quand Presti il sait qu'il va avoir 35 pics de draft sur les 8 prochaines années, effectivement tu vas prendre des gars qui ont leur entrée dans les classes de 5e et de 6e pour savoir mon futur pic 2026. C'est un peu comment bizarre il va dit être. comme ça, Constant. Mais Non mais, non, je veux dire qu'ils sont... Non mais, j'exagère, mais dès le processus en fait, très très jeune. Tu vois, tu ne te limites pas au circuit NCAA, tu commences à aller chercher encore plus tôt. Parce que aussi on est dans une époque où les joueurs sont médiatisés de plus en plus jeunes. Puis t'as Mine les de nouvelles rien, ligues là, t'as je quand même. je sais pas si vous avez suivi, mais il y a la Ligue Overtime qui lance sa ligue. Overtime, ouais. On pensait que ça allait être un écran de fumée, ça commence à ressembler à vraiment quelque chose. C'est une ligue pro dès le lycée en fait. Donc dès le lycée, ces joueurs-là seront payés. Ah, contrairement à la NCAA.
contrairement à la NCAA. En tout cas, directement, pas en termes de pot de vin. Mais, et donc, ils ont signé 4 prospects américains qui ont 5 étoiles sur les classements et un prospect dominicain qui a un potentiel lottery pick pour la draft 2022. Donc, t'as ça, t'as la G-League, et lui, il a ses entrées partout, quoi, Evans. Il connaît tout le monde. Donc, c'est bien aussi de l'avoir parce que il peut te permettre d'accéder pas seulement pas seulement de connaître voilà, le gratin des coachs NCAA qui vont que survendre certains prospects. Lui, il a ses entrées donc partout. Oui, et puis aussi, tu as la capacité de, comme tu dis, dans un processus qui se diversifie de plus en plus, où il y a de plus en plus d'organisations différentes, c'est bien d'avoir une personne spécifiquement pour un truc, tu vois. Genre, t'as un scout qui s'occupe de la NCAA, t'as un scout qui s'occupe de l'Ignit et de la G-League, t'en as un qui va aller voir les lycées avec les différentes organisations qu'il va y avoir. En fait, tu restes pas juste avec, comme je pense c'est le cas dans certaines franchises, avec un GM qui supervise un petit peu de loin ce que rapportent certains recruteurs, où au final, c'est lui qui prend l'avis quasiment tout seul, enfin qui prend la décision quasiment tout seul. Je pense que la draft du côté d'OKC, elle se fait collectivement. Ce qu'on n'a pas trop le droit de dire, c'est qu'OKC a un front office en termes de scouting profond et très présent en Europe, notamment. Tu me fais Voilà. tu me fais une transition Voilà. parfaite. Parce Voilà. que 2020, deux choix à faire. Enfin, on a deux rookies qui sont venus. Et aucun joueur d'NCAA. Puisque en 17, on a appris beaucoup Alexei Pokusevski, le meilleur joueur de la future draft. Et en 34, en second tour, Malédon. Alors, Poku, c'était un trade-up. On envoyait le 25 et le 28. Plus Et Ricky Rubio contre Poku, James Johnson, qui deviendra autre chose ensuite. On refera le bilan peut-être prochainement dans un podcast de tous Dans ces 4 trades-là. ans. Ensuite, Théo Malédon, lui, il a été obtenu dans le trade d'Al Horford et qui a envoyé Danny Green aux Sixers. On peut aussi mentionner Vit Krejci que Presti allait chercher en 37, qui est monté à la draft pour aller le chercher et qui est avec le Thunder déjà depuis un petit moment. Sans parler des joueurs, parce qu'on n'a pas vraiment de recul sur eux, bien qu'on juge, là, nous, je pense que c'est des choix corrects vu ce qu'on a vu cette saison pour l'instant. On va commencer de parler plutôt avec tout ce qu'on a vu globalement depuis le début de ce podcast, de la stratégie, peut-être là-dessus. Pour moi, il y a une vraie évolution qui a commencé avec Bazley et Dort et encore plus maintenant avec Poku et Malédon, qui est, on ne cherche plus des freaks athlétiques dont on a beaucoup mentionné dans ce podcast, on ne cherche plus aussi des joueurs uniquement aux qualités athlétiques, voilà, c'est ce qu'il faut mentionner, mais on est de plus en plus dans une tournure où on prend des joueurs qui ont du QI basket, qui ont une énorme polyvalence, j'ai envie de dire, sur le terrain de ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent tirer, passer, dribbler, enfin voilà, et qui peuvent éventuellement évoluer dans différents rôles, qui peuvent à peu près tout faire. Donc, je parle notamment pour Poku, Bazley, Malédon, c'est un peu le cas aussi, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et ensuite, insister maintenant sur, et c'est ce que Presti a fait en interview de fin de saison, sur la culture, sur le fit, comment le joueur va s'inscrire dans le projet Oklahoma. Alors je sais que je suis avec deux personnes qui ne sont pas forcément fans de culture de franchise, mais pour le coup, il y a une certaine identité, il y a une certaine chose qui se dégage d'OKC et qui a l'air d'être valorisée à la draft, et Presti l'a encore dit. Donc on doit le prendre en compte, j'imagine. Est-ce que tu as d'autres points, toi, Alan, que tu mentionnes, que tu as dans ta tête depuis cette draft-là d'OKC l'année dernière et que tu vas prendre en compte pour la draft 2021 qui arrive prochainement? Ouais, c'est vrai que c'est un peu marrant parce que si tu ressors, il a pris 3 internationaux, quoi. 3 internationaux, des profils différents. Malédon, c'est un joueur qui a joué un peu en Euroleague. Vit Krejci, c'est un joueur qui jouait en BCL, donc en 3e Coupe d'Europe à Saragosse, c'est un vrai bon joueur. Franchement, après, je suis envergure, certains me prennent la tête avec lui parce qu'ils en sont fans, mais c'est vrai que c'est un vrai bon joueur de basket, hein. Après, on va voir comment ça se passe en NBA. Et puis, Poku, moi je l'avais en loterie, donc je suis fan de Poku. Le profil est trop intéressant. Ce qui est sûr, c'est que physiquement, Poku, Théo Malédon, Vit Krejci, c'est pas Perry Jones, André C'est Robertson. pas Amidou Diallo, c'est pareil. Voilà. Donc,
même si ça n'a rien à voir, même si peut-être qu'à ces moments-là, bah, selon Précis, c'est le meilleur joueur, nous, on est obligé de dire qu'il y a quand même un petit changement philosophique dans les profils recherchés. Alors que ça se trouve, non, parce que ça se trouve, en 2021, tu vas te retrouver avec 3 frics qui savent pas tirer, hein, on ne sait pas. Hein. Mais sur cette draft-là, ce qui est sûr, c'est que dans les pics et dans certaines cibles, il a privilégié ça plutôt qu'autre chose. Voilà. Il a trade-up pour beaucoup, de mémoire. Et Malédon, Malédon, il est au début de second tour, et il dit je tente. Je tente, le gars est descendu. J'étais pas j'avais pas de Théo Malédon dans mon top 20, mais je l'avais entre 20 et 30. Il aurait juste pris au premier tour. Donc ça, c'est intéressant. Et puis Krejci, il prend un joueur qui est allé croiser aussi. Donc il prend un joueur en sachant qu'il ne jouera pas. Donc c'est aussi parce que tu es dans un processus plus long où tu as le temps potentiellement. Moi, je pense que la transition, elle se fait pas. Là, Pierre, t'as parlé de Bazley et Dort. Pour moi, la transition, elle se fait cette année, en fait. Parce que Bazley et Dort, c'est quand même des joueurs qui, athlétiquement, envoient, quoi. T'as dit, Ouais, mais Alan, que Bazley, Thomas sur tout le monde. Dort, même au moment de sa non-draft, mais au moment où il est signé, il n'est pas tanké comme en fin de saison, mais ça reste quand même un joueur qui n'a pas de shoot au moment où très peu. Bazley pareil, c'est pas des joueurs qui ont un QI basket non plus. ah si, je trouve que Tu les draftes pas pour leur QI basket. je trouve que Bazley beaucoup plus que certains qui ont été draftés avant, pour le coup. Oui, mais t'as pas non plus. C'était des gros flashs de QI basket. Bah ouais, mais ta rupture, elle se fait pas l'année dernière. Ah, je pense que ça Elle se fait commence. cette année. Elle commence, mais la rupture, elle se fait vraiment. Ah oui, à partir ça de je suis 2020. d'accord, mais je pense que dès l'année d'avant où tu commences ta reconstruction, tu te dis, on veut peut-être pas reconstruire exactement de la même façon, pour moi. Oui, ça je suis d'accord. Mais c'est pas. Tu vois, tu commences à mettre un pied dans ta rupture, Ouais. mais t'y es pas encore. Non, ça, je suis Là, d'accord. la 2020, tu la marques vraiment définitivement. Et je pense très honnêtement que vous verrez la draft 2021. Vous réécouterez ce podcast après le 29 juillet, qui est le soir de la draft. On verra hein, en fonction des pics qu'auront OKC, mais je pense très honnêtement qu'OKC va continuer à drafter au QI basket. Même si on n'a pas le pic de Houston et qu'on se retrouve à pic en 5 et en 16, je pense que si on va pic avec le pic du 8, donc qui est le pic 16, si je dis pas de bêtises, ou 18, on va prendre un joueur tu vois, à 18 il va partir bien avant, mais je pense qu'on serait capable de prendre un Kispert par exemple. Même si on est dans une optique de prendre des joueurs jeunes. Voilà, c'est ce que j'allais mentionner. Faites aussi attention aux Européens, ça Alan l'a un peu dit, puisque là, dans tous les joueurs qu'on a dit, je crois qu'il y a 7 étrangers quand même et pas mal d'Européens dans tous les joueurs qu'on a cités. Et par contre, faites aussi attention aux joueurs très jeunes, parce que ça, pour le coup, on le fait depuis un petit moment, et ça a encore plus de sens maintenant, c'est de prendre des joueurs, beaucoup c'est le joueur plus jeune de la draft, Malédon est peut-être le deuxième de l'année dernière, ou pas loin. Je pense que ça peut être pris en compte, ou pas. Par exemple, Kispert est un profil qu'on aime bien, toi et moi, Constant, mais qui a un âge plus avancé. Et donc, ça peut jouer en sa défaveur largement, ou Presti pourra favoriser, à mon avis, des joueurs très jeunes. Malédon est 5e plus jeune de la draft parce qu'il y a Lamelo, Patrick Williams, Oui, Killian Hayes et Edwards qui sont plus jeunes. Ouais, mais alors encore une fois, si on prend des joueurs jeunes, t'as que Minga. Oui, mais complètement. Kuminga, c'est pas le joueur le plus. Alan, tu me confirmes, c'est pas le joueur le plus jeune de toute la draft? Déjà, il est surclassé, oui. Donc, normalement, c'était un joueur qui était prévu pour la draft 2022, Jonathan Kuminga. Donc, il a quasiment le même âge que Poku. Il est dans les 3 plus jeunes, si ce n'est plus jeune. Donc, tu te retrouves avec un joueur. Voilà, on parlera de Kuminga après parce que moi j'adore le profil. Mais je sais qu'Alan va être d'accord avec moi. Mais en fait, c'est difficile. Le point positif avec OKC pour cette draft 2021, c'est qu'il y aura 2 pics dans le top 20. Voire 2 pics dans le top 5. Bon, alors si tu arrives avec 2 pics dans le top 5, là, t'es au paradis. Mais si tu te retrouves avec un pic ne serait-ce que 18, tu peux alterner les choix en fait. Il est dans les 3 plus jeunes. Il est dans les 3 plus jeunes, Kuminga. Ouais, voilà. Donc si tu as 2 pics dans le top 20, tu peux alterner les choix de dire ok, bah tu sais quoi, vas-y en 5 je prends Kuminga parce que je reste dans mon optique de joueur jeune. Et en 20 je peux prendre, je ne sais pas moi, il y a plein de joueurs très intéressants qui sont peut-être un peu plus vieux que Kuminga, qui sont peut-être des sophomores, voilà. Mais de me dire un joueur avec un vrai QI basket et qui n'a pas forcément les qualités athlétiques que peut avoir un Kuminga.
Tu vois, tu peux alterner les choix. Là où en 2020, tu as fait une promesse de draft à beaucoup, tu pouvais déjà te retrouver à te dire, avec tes 2 picks, tu pouvais te dire, vas-y, en 21, je vais prendre Precious Achiuwa, par exemple, et en 27 ou 28, là, je ne sais plus, je vais prendre Desmond Bain. Tu vois, tu pouvais te retrouver déjà dans cette optique. Ce que tu n'as pas fait parce que tu es tombé amoureux de Poku et du coup, tu as drafté qu'une fois. Tu as récupéré Malédon après, mais c'était un début de second tour. Mais là, tu te retrouves avec 2 picks dans le top 1 où tu es vraiment, je pense, capable d'alterner tes décisions. Globalement, les gars, ce podcast, c'était quand même l'objectif, c'était de savoir si on avait confiance dans le Thunder pour les futurs drafts, si c'était un front office compétent. Est-ce que, est-ce que oui ou non, on est face à un front office compétent à la draft? On a vu qu'il y avait eu quelques erreurs, on a vu qu'il y a eu des, je sais pas s'il y a des coups de chance ou alors des énormes scouting, mais sur notamment le début de la construction d'Okessi, qui était énorme. Tu les places comment, toi, Alan? Est-ce que c'est une franchise élite dans cet aspect-là ou est-ce que c'est moyen? J'ai du mal à les mettre nuls parce que bon, il y a des franchises bien pires. Mais Je vais dire un truc, pour moi, ils ont la même qualité que Boston, c'est que quand ils ont été dans le top 5, ils se sont jamais ratés. Et c'est le plus important, je pense. Tu peux pas te rater quand tu es dans un top 3. Si tu te rates, c'est. Tu peux, hein, il y en a qui se ratent, hein, tout le monde se rate. Mais si tu te rates, c'est chiant. Dans le processus de reconstruction, si tu te rates là, c'est chiant. Tu te rates en milieu de entre 10 et 20 et tu peux pas apporter des pièces à côté de tes stars, bien sûr que c'est chiant, bien sûr que c'est compliqué. Mais bien sûr que Romeo Langford, Aaron Nesmith, James Young, Ante Zizic, Gershon Yabusele et compagnie, ça me saoule. Mais j'ai tatou mes Browns. Voilà. le fan de Boston parle. Voilà, bien sûr que Perry Jones, Mitch McGary, Campaign, Ferguson, Byron Mullens, Westis, c'est chiant. Mais t'as drafté KD, Westbrook et Harden. C'est du jamais vu historique. C'est historiquement jamais vu. Pour moi, c'est impossible de refaire ça. Donc même si depuis il y a quelques heures, et même si c'est impossible de refaire ça, tu dois donner du crédit à Presti et au front office, t'es obligé. Constante, vas-y Constant, toi en tant que fan, comment tu le sens? Est-ce que tu es aussi optimiste que je pense la plupart de notre communauté? En tant que fan, tu ne sais bien que moi, je ne connais pas l'optimisme. Non, les pics du Thunder, comme a dit Alan, je trouve, bon, bah, effectivement, tu as drafté des superstars. Ce qui est bête, c'est que t'es quand même passé à. On l'a vu là tout au long de son podcast, quand on a fait les reviews des années de draft, t'es quand même passé à 1 ou 2 pics près d'avoir une équipe terrifiante, encore plus terrifiante que ce que t'avais. Même avec le trade d'Arden, tu vois, t'aurais pu être à 1 ou 2 ajouts. Tu vois, un petit Joe Harris par-ci, un petit OG Anunoby par-là, d'avoir une équipe qui aurait pu viser encore plus haut que ce que le Thunder a fait ces dernières années. Moi, la vraie inquiétude que j'ai, elle n'est pas tant dans la capacité du Thunder à drafter que dans le nombre incroyable de picks qu'on a les prochaines années. Parce qu'on a la chance d'avoir Alan avec nous qui, en plus d'avoir des qualités, enfin en plus de savoir parler énormément de la draft et avec qualité, est aussi un fan de Boston. Donc il sait ce que c'est de se retrouver avec plein de picks en une année. Des pics qui servent pas forcément. Moi, ce qui me fait peur, c'est que OKC peut, tu vois, si cette année ça se passe bien, tu draftes même pas un Kane, mais tu draftes, je ne sais pas, un Mobley ou un Suggs ou un Green et que ça commence à vraiment bien démarrer. J'ai peur qu'en 2023, en 2024, quand tu vas commencer à récupérer des pics qui seront quasiment des pics de loterie, mais qui seront pas des pics dans le top 10, OKC commence à vouloir déjà pique des gens sans pouvoir vraiment les trader parce que y a des pics de partout et que t'as pas besoin de rajouter des joueurs, ou à essayer de commencer à drafter au feed parce que tu as tellement de talent que tu peux te retrouver dans une situation où t'as pas besoin de rajouter du gros talent, tu as juste besoin de rajouter des joueurs de complément. Donc j'ai confiance moi en Presti, en la capacité de Presti à savoir bien drafter puisqu'il l'a prouvé, même s'il y a quelques ratés, mais en même temps aucune franchise ne drafte bien tous les ans, ça n'existe pas. Donc voilà, mais moi j'ai plus peur pour les prochaines années et je pense que actuellement accumuler des pics c'est extrêmement bien, c'est toujours bien d'avoir des assets, mais en fait on est dans une époque où le futur en NBA ça n'existe pas. Le futur en NBA c'est 2 ans quasiment, on le voit là avec des Lillard qui potentiellement peuvent bouger, on voit comment les Nets en 2 ans sont passés d'une des pires équipes NBA à avoir quasiment 3 joueurs level MVP dans leur équipe. Le futur en NBA n'existe pas et j'ai du mal en fait à avoir de
j'arrive pas à me dire qu'à un moment ou à un autre, avoir tous ces pics va pas se retourner contre nous. Se retourner contre OKC, c'est dur, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où ça peut devenir Ça va pas un devenir poids dans les aussi incroyable négociations, qu'actuellement. un poids dans les négociations, un poids aussi parce que on n'aura pas obtenu tout ce qu'on devrait. Enfin, tu vois, les gens seront peut-être mécontents, etc. Ça, je peux le concevoir. Après, ça te permet une échelle d'erreur conséquente, quoi. Tu peux te tromper plusieurs fois. Alors certes, c'est toujours compromettant quand tu arrives à être dans le top 5, surtout avec la loterie, etc., de te tromper quand il y est, mais tu peux quand même te permettre. Et tu peux espérer que, par exemple, les Clippers, ça pète à un moment via leur pic. Houston, c'est pas trop Bah, ce que ce ça va soir, donner, par Le exemple. match de ce soir est très important pour vous, hein. Ça Moi, je peut, pense. par exemple. Ça peut, par exemple. Mais je te rejoins quand même plutôt là-dessus. Je pense que on peut être assez optimiste ou confiant, on va dire, sur le travail qui est fait maintenant depuis le déménagement de la franchise à OKC. Comme l'a dit Alan, pas de loupé dans les hauts choix, même des drafts historiques, on l'a mentionné. Certes, des choix un peu plus compliqués, des fois en fin de premier tour, mais on n'en est pas là. Et au final, certains se sont avérés meilleurs que ce qu'ils devraient aussi. Un Dort, par exemple, on allait le chercher. Un Bézilé, ça peut être meilleur qu'un 23 potentiellement dans le futur. Donc Poku aussi, par exemple, en 17, ça peut être une bonne surprise. Malédon en 34, ça pourrait être une très bonne surprise. Donc dur de se placer, mais je pense qu'on a plutôt bien fait le tour de la situation. Et on est quand même face à un front office compétent, nous, depuis pas mal de temps, et je pense qu'on a confiance. Je pense que le mot de final, c'est qu'on peut avoir confiance, mais qu'il y a eu des loupés, à ne pas enlever. On ne peut pas non plus encenser chaque décision qui ont été prises depuis 13 ans. Non, tu peux résumer en disant trust the process. Au Ouais, final. c'est ça. Tu peux repiquer le slogan de Philly, mais tu vois, Saminki, qui pour moi est le meilleur GM de ces 10 dernières années, génial qu'il était, lui aussi a fait des erreurs. Et lui, il a fait des erreurs sur des hauts choix de draft. Jalil Okafor, Nerlens Noel, voilà, au final. Sauf que lui, il avait, et là ça rejoint ton point, Pierre, il avait tellement de choix que même en faisant 2 erreurs dans le top 5, il se retrouve avec 2 All-Stars et un joueur level MVP. Donc OKC dans un processus de maximiser ses chances tout en gardant un taux d'erreur raisonnable, puisque tu as tellement de pics que même si faire une erreur c'est jamais cool, tu peux parce que tu as largement de quoi te rattraper après. Messieurs, ce fut un plaisir de parler de toutes ces drafts avec vous. Un épisode assez long, parce qu'on n'était pas là la semaine dernière. Là, on vous fait double dose presque de podcast cette semaine. Alan, merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci à toi. On va te retrouver très vite, on le sait, pour la draft, très rapidement. Dès que la loterie est passée, on va se pencher profondément dans les prospects. Donc, allez suivre déjà le travail que fait Alan à Envergure avec les scouting reports écrits, les podcasts, etc. Si vous vous intéressez un peu aux prospects de la future draft, on n'en doute pas. Allez voir ce que fait Alan, allez interagir aussi avec lui sur Twitter. Vous le retrouvez aussi maintenant sur First Team de plus en plus, donc ça va être intéressant parce qu'il y aura du contenu draft aussi sur First Team si je me trompe pas. Exactement, des vidéos, des radios libres et tout ça. Vous le retrouverez bientôt sur ESPN aussi. Le soir de la draft, il sera présent dans la salle de la draft pour analyser les pics. Je ferai les player comparaison avec Jalen Rose. Tu les ferais peut-être mieux que ceux de ESPN pour le coup. C'est pas difficile en même temps. Ouais, c'est pas dur. Abonnez-vous du coup partout au podcast Up and Thunder et au podcast du compte We Are Thunder France. On se retrouve très vite en live, sûrement la semaine prochaine. On va réfléchir à des petits sujets pour vous amuser. Réfléchissez aussi à tous les challenges loterie qu'on va te faire en avance. Mettez-leur des challenges là parce que. Ça y est, arrête. Ça approche, on va avancer petit à petit vers ça, donc on va fixer les règles. Semaines, hein. Ouais, bah oui, justement, il faut réfléchir aux règles, il faut réfléchir aux choses, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir nos idées, à commenter aussi, à dire si vous avez confiance dans le futur du Thunder, en Sam Presti, ce que vous avez pensé des drafts, etc. N'hésitez pas à interagir avec nous là-dessus. On se retrouve très vite, bon playoff NBA comme d'habitude, bon match 7, si vous allez écouter, ça sera fini, mais on espère que le match 7 aura été bien et que vous aurez kiffé, parce que c'est une bonne heure les pour les 50 points de Luka Doncic. Ou de Kawhi peut-être, on sait pas. Ou de Reggie Jackson. À bientôt, salut à tous et à la semaine prochaine.